Désolé, désolé de te couper. Tu n'as pas vu dernièrement, il y a aussi quelque chose qui m'a touché. Tu n'as pas vu dernièrement quand le président est parti raconter les artistes, les comédiens et tout ça. Attends, tu as vu là, après les photos qu'ils ont prises, tu sentais comment les Camerounais étaient contents de prendre les photos avec le président, les Camerounais étaient contents de se raconter. Parce que c'est ça le pays, c'est ça la République en fait. Et vous savez, ce geste d'amour là, c'est ce que ces gens-là ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'il y ait l'amour entre les Camerounais. Ils ne veulent pas qu'il y ait l'amour entre les Camerounais. Ils veulent toujours qu'il y ait un certain Camerounais qui soit toujours dans la mendicité au lieu de faire les efforts en fait. Tu vois un peu. Moi j'ai beaucoup voyagé. Moi j'ai remarqué une chose. La seule chose qui manque aux Noirs, ce n'est pas les richesses, c'est l'amour entre eux. J'ai remarqué que les Arabes sont très unis. Tu ne peux pas t'arrêter les Arabes. Ils s'aiment entre eux jusqu'à... Les Européens aussi sont très unis. C'est ce que moi j'ai remarqué. Mais attends, Romy, je te coupe pas. Moi, mon compagnon est de religion juive. Massa, ce que je vois avec mes yeux. C'est pour ça que tu vois que j'ai tellement la charme. Le Cameroun, parce que ça me tue de voir le manque d'empathie, le manque d'amour. Oui. Moi, j'ai vu le frère éloigné de mon compagnon. Son frère a fait quoi? Il a fait un accident de moto. Maman, moi que je ne connais pas ni d'Adam et Ève, je me suis retrouvée à le père en train d'aller rendre visite au type là. En train d'aller voir comment il est en train de faire la rééducation. Moi, je dis, ok. Je suis arrivée avec les gens là-bas, les gens qui sortaient du boulot avec les motos comme lui. Il venait là-bas, sa table était remplie. À moi, je partais même avec les choses. Dès qu'il a fait, les gens sont allés comme ça. Mais il y avait la queue. On dit, parce que le monsieur était quand même un personnage connu, mais il avait la queue là-bas à l'hôpital pour aller visiter à ce monsieur. Voilà. Je voyais l'amour entre eux. Oh, tu veux ça? Attends, moi, je vais passer. On peut pas parler mal aux juifs. Mais les Camerounais. Un juif a touché tous les juifs. Mais nous, les Camerounais, on est les seuls qui sont. Donc, je ne sais pas d'où vient le tribalisme. Je ne sais pas qui a créé ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans la vie, tu sais quoi, Romy, tu sais quoi? Dans la vie, quand on a la chance que nos parents nous ont mis au monde, c'est pourquoi on va à l'école, on a l'amour de nos parents, on va à l'école, on travaille, on étudie, et puis on travaille, on gagne sa vie à la suite de son travail. Que avant de manger, tu travaillais avant de manger. Prendre son cerveau, réfléchir comment soit on va aller à l'école, comment on va bien étudier, comment soit on va faire un petit commerce, comment soit on va faire une petite formation et avoir, le résultat de tout ce travail-là avant de manger. Vous ne pouvez pas vous lever, vous ne voulez pas partir à l'école. Vous ne voulez pas fréquenter jusqu'à un certain niveau par rapport aux moyens de vos parents. Et après, vous venez vous asseoir. Vous pensez que la main va tomber du ciel. L'éducation de la facilité, ma mère, c'est la facilité. Et c'est comme l'éducation de la facilité qui amène la haine. Parce que tandis que les autres se sacrifient. Moi, je vous prendre un exemple. Moi, maintenant, j'ai envie de m'acheter une voiture. Moi, je suis une femme célibataire. J'ai un compagnon, mais j'ai envie de m'acheter une voiture automatique. Mais moi, ça fait depuis 2 ans que j'économise. Je porte les baskets qu'il y a 3 ans. Je porte encore les habits avec les perruques. Je ne suis plus entrée dans un magasin pour m'acheter une rouge à lèvres à 20 €. Les perruques là, je vois, ça me plaît. J'aime d'acheter, mais ma main fait. Tu vas attendre les Major. Je sais, ça fait depuis plus de 4 ans que je porte le même cabas. On me voit sur Internet avec. Attendez, vous voyez, est-ce que je ne vois pas les magasins où on vend les habits, les chaussures, et en plus les vêtements en grande taille sont excessivement chers. Je vois tous les magasins là, mais il faut que j'économise. Je ne travaille pas, j'ai un salaire de malité, tout ça. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. On ne peut rien avoir sans sacrifice. C'est des sacrifices qu'on fait. Le temps d'avoir l'argent au pays, cotiser pour ça, telle personne est malade, cotiser. Attendez, c'est des sacrifices. Les deux sont assis comme ça au bar, ils s'asseyent. Ça ne fait jamais te manque quand tu peux faire la sorcellerie là. Tu fais la sorcellerie, tu tues tes frères, tu tues ton père, ta mère. À un moment donné, la sorcellerie finit, on prend ta propre tête. Vous pensez que quoi? Que la vie c'est le bisounours? La vie, ce n'est pas le bisounours. Est-ce que la sorcellerie est facile? Ce n'est même pas facile. Si la sorcellerie a été facile là, si la sorcellerie a été facile là, sans maçonner, rose quoi, tout ça, tout ce qu'on connaissait là, c'était si facile là, c'est que nous tous on entre dedans. Attends, qui va souffrir? Tout le monde est dedans. C'est même plus dur que le travail.
Oh, ils ont fait comme ça. Oh, ils couchent les mains. Ils vont les... Attendez, si vous pensez que c'était si facile, c'est que personne ne travaille plus. C'est comme une personne assise à la maison en train d'entrer dans la sorcellerie. C'est qu'on peut entrer dans la sorcellerie. La que vie, le pays n'avance pas. La vie, c'est des sacrifices. Et ne prenez pas la facilité parce que vous voyez, les autres ont, vous croyez que vous serez pareil. Moi, par exemple, où je vis ici, en France, j'ai des copines à moi que je ne peux pas porter leur sac. Mais j'accepte ma place que Dieu m'a donnée. J'accepte ma place que Dieu m'a donnée. Et regarde, le résultat de l'éducation. Pour eux, ils ont eu la chance de croiser peut-être des hommes qui ont été donnés. Mais moi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller tomber là, tu dois aller mourir. Hey, l'éducation que Paul Biya a donnée aux jeunes. Ils ont l'éducation que Paul Biya a donnée aux jeunes. Et eux, ils ont l'éducation c'est-à-dire ils sont tout le temps en train de quémander. C'est-à-dire que si tu vois tout cet esclavage-là, tout cet esclavagisme qu'ils font derrière et tout là, c'est l'éducation du Camerounais propre là-bas. Voilà. C'est-à-dire que toujours en train d'attendre que quelqu'un va te donner quelque chose. Ouais, mon frère, on fait comment? Tu ne me donnes pas. Tu ne me donnes... C'est quel genre d'éducation ça? Mais Romy, la vidéo là, je l'ai cherchée hier soir, je l'ai trouvée, je vais faire une capture d'écran, Romy. L'année dernière en 2024, devant la clôture de la FECAFOOT, Romy, écoute un peu ce que je veux écouter. On est combien là? On est 52 personnes. Écoutez un peu ce que je vous dis. Devant la barrière de la FECAFOOT, Romy, je te jure, Romy, j'ai vu des parents avec les ordonnances en main. Attendez, et ton fils pour... Ils font ça partout, même avec les ministres. C'est incroyable, mais j'ai fait que mais c'est pas possible ça. Et quelle culture ça? Ça sort d'où? Vous savez que pour manipuler un peuple, il faut les affamer. Hein? Non, même faut t'attendre, mais il faut avoir ta dignité. Il faut avoir ta dignité quand même. Mais je dis que j'ai vu des Camerounais devant la FECAFOOT avec les ordonnances à main pour donner aux neufs. On t'a affamé, est-ce qu'on a coupé les deux bras? Comment est-ce que ce gars ne va pas être imbu de sa personne envers les Camerounais? C'est pour ça qu'il s'assoit, il dit, ah, vraiment, je vais te faire une surprise. Mais quand tu as un peu l'aura, il part directement, il reste à côté de toi. Il appelle toi. Il appelle toi. Il appelle toi. Il appelle l'autre. Et que tout le monde laisse entre ses mains. Parce qu'ils ont cultivé le culte de la paresse, toujours en train de quémander. Oh, donc pour moi, fais-moi ceci. Si tu ne me fais pas un transfert, oh, c'est monté descendu. Ils n'ont pas la culture du travail. Ils ont tout sauf la culture du travail. Et ça a gagné le dehors. Ça a gagné le dehors. C'est pour ça que ce Eto'o-là est en train de rendre les gens fous au pays. Un peu Eto'o. Je te dis, Romy, comme je te dis là, c'est quelque chose de scandaleux. Que devant la FECAFOOT, devant la barrière, tu vois les grilles là, non? Tu vois les grilles d'une barrière là. Tu vois comment les pères sont placés là. Ils ont agrippé la barrière, ils ont les ordonnances en main. C'est-à-dire l'ordonnance, le format A4 là, ils avaient ça comme ça, à travers la grille. Le journaliste me dit que c'est quoi? Il dit que c'est mon ordonnance. Je veux voir si le grand neuf peut un peu m'aider pour acheter mes médicaments. Mais j'ai trouvé ça scandaleux. C'était scandaleux. C'est inadmissible. Quand l'État a échoué, c'est comme ça. Quand il n'y a pas de service social quelque part. Il est malade, il est désemparé. C'est comme ça. Oui. Il est désemparé, c'est pour ça que c'est faut pas les en vouloir. Regarde une ville comme on a demandé, on parlait qu'il y a l'usine, il n'y a que 200 ouvriers. L'usine qui peut embaucher 200, admettons même 1000, c'est pas beaucoup. 1000 c'est petit. C'est normal que les gens... Est-ce que tu sais que Stock Tribal, si l'État n'était pas un État de mafioso, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés. C'est parce que les gens qui vont même créer des sociétés, ils vont même mettre des bâtons dans les roues. Ouais, je sais. Tu vois, quelqu'un il a peut-être ses 100 millions de créer sa société. Les gens qui donnent les fichiers pour le commerce, ça demande d'abord ma part, c'est combien dedans. Attends, on peut faire ça? Tu as dit que tu viens mettre une société pour embaucher les Camerounais. Hein? Le directeur du commerce, ça te demande ma part, c'est combien sur ça?
Ça, c'était l'image. C'est cette culture-là qu'on va enlever dans la tête des Camerounais, dans la tête des fonctionnaires. Et ces administrateurs civils-là, ils sont là, ils ont un salaire le mois, non? Est-ce que c'est les citoyens qui doivent le payer? Ils ont un salaire. Pourquoi est-ce que demander toujours aux gens qui veulent venir créer des sociétés, toujours leur quote-part? Dans le prochain gouvernement, on doit enregistrer toutes les interactions. C'est basé sur le commun. Je suis désolé. Toute interaction que tu prends avec un membre du service, avec un fonctionnaire, tu enregistres tout et c'est obligatoire. C'est-à-dire que votre entreprise doit être filmée obligatoire. Là, s'il fait gna-gna-gna, là, tu le portes dans justice avec la preuve. Il y a beaucoup de Camerounais ici qui sont toujours endettés. Ceux qui n'ont pas pu fuir l'Europe, la France par exemple, il y en a certains qui sont endettés parce qu'ils ont pris des crédits ici pour aller faire des sociétés au pays et on les a roulés. On a monté des coups bas pour faire tomber la société et ils se retrouvent là ici en Europe à payer des dettes à la banque de ceux qui n'ont pas travaillé parce que l'argent qu'ils ont pris pour aller offrir ça a été, tu vois, on les a fait, on les a roulés. Ou bien des fois ils attendent dès que tu t'installes, allez, ils se déversent sur toi avec les impôts et des trucs à payer. Il y en a beaucoup ici comme ça, ils sont toujours en train de payer les crédits jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, un homme comme ça, il est debout comme ça, il est endetté jusqu'à sa côte du Cameroun. Il y a même d'autres qui ont même laissé leur nationalité, ils ont fui, ils sont partis s'installer dans d'autres pays. Pour fuir les dettes. Oui, pour fuir les dettes. Le mal qui est dans ce pays-là, vous ne connaissez pas, attendez que le type là tombe. Vous allez dire que tous les Camerounais vont... Le mal qui est dans le pays-là, c'est voulu par les gens qui nous dirigent. Hein. C'est voulu. Il y a plein de Camerounais qui se sont plaints, qui ont voulu investir là-bas au Cameroun. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a toujours des gens qui vont venir te dire ma part c'est où? Ma part c'est où dans ça? Il y en a toujours. Sans penser que le monsieur fait la société pour embaucher notre Camerounais pour les permettre de travailler. Il y a plein. Moi encore dernièrement, je suivais une dame qui disait qu'elle est descendue au pays avec des camions. Elle est descendue avec 2 ou 3 camions. Au port, là, on a tout pris. Elle a tout perdu, des camions remplis de matériel pour faire l'agriculture, tout ça. Ça a disparu, elle n'a pas su comment faire. Ça l'a ruiné, elle était obligée de revenir ici là, recommencer à zéro. C'est comme ça le pays. On est dans un pays, c'est comme ça que les gens fonctionnent là-bas. Et moi, je dis, pour les gens qui vont voir Eto pour payer les factures, je sais pas, les remèdes pour soigner les enfants et tout ça. Moi, je me demande, est-ce qu'il faut avoir pitié même des gens, des Camerounais souvent? Parce que quand on sait que ce sont ces mêmes gens qui supportent le monsieur qui est la cause de tous ces problèmes-là. Donc, qui supportent bien la plupart, c'est souvent ça. Moi, j'ai peu pitié, je suis désolé, j'ai peu pitié. La plupart, c'est eux. Quand on se bat pour que ça change, les mêmes gens sont toujours là en train de dire que mieux vaut que bien reste, ou quand on demande de sortir, ne sortent pas. Le jour que ça coûte, Kamad, est-ce que tu sais que tu achètes par exemple une voiture ici d'occasion peut-être à 5 000 euros? Au pays là-bas, on te demande le double pour dégainer, c'est incroyable. C'est pour ça que tu vois que beaucoup de personnes se retrouvent à même d'abandonner tous leurs marchandises au port. Mais tu me fais quoi? Et quand tu pars au port de Douala là, tu vois les gens sont assis devant le port comme ça, comme des malheureux. Et c'est pas possible. Les gens sont assis comme ça. La douane en elle-même n'est pas chère. La douane en elle-même n'est pas chère. Maintenant, c'est que quand tu arrives là-bas pour payer la douane, on te dit que mon frère, ça c'est ce qui est écrit. Ça c'est ce qui est écrit. Oui, on te dit ça clairement. Oui, tu vas donner pour moi, sinon ça ne sort pas. Et si tu ne donnes pas, tu ne réussis pas, tu vas pourrir là-bas. Ton truc moisi là-bas. Et parfois, ils vont vendre ça. Parfois, quand tu choques quelqu'un ici, là, l'autre dit que ce n'est pas moi que tu as choqué. Tu as choqué, l'autre tu ne m'as pas choqué. Donc tu te retrouves avec choqué 3 personnes qui ta marchandise. La mafia qui est là-bas, mof idée. Mais je dis, ce gouvernement fait tout pour que les Camerounais n'investissent pas au pays. Ils font tout pour qu'on n'investisse pas. On dirait que ce système-là
Biya fait tout ça parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Hein. Parce qu'il fait tout ça pour maintenir le Cameroun dans une certaine mesure. Parce que moi, je pense que c'est comme si c'est un sacré. Voilà, c'est comme si c'est un petit peu. Vous serez dans cette misère-là, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Kamat, sans te couper, est-ce que tu ne vois pas que c'est un truc qu'il avait signé avec le diable pour maintenir le Cameroun dans cette position-là? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Dans tous les domaines, c'est bloqué. Même dans le domaine de l'enseignement. L'enseignement qui est quelque chose de fondamental, primordial pour le Cameroun. Dans l'enseignement, et dis-moi un peu comment un professeur ou bien une maîtresse qui n'a pas son salaire, qui ne mange pas, elle va donner cours comment? Est-ce que je me pose la question, hein? Le monde sur le gain ski. Et dans le domaine, la médecine, alors, c'est la totale. Biya dit sacrifier des gens là-bas pour que les Camerounais soient comme ça. Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, même si je suis demain là, maître d'école de médecin, je fais 5 mois sans avoir mon salaire. J'enlève mon. Mais tu vas devenir charlatan. Tu vas devenir charlatan. Je vais cultiver au village. Oui. Et il y a d'autres médecins qui deviennent carrément des charlatans. Quand tu entends les gens, et tu sais, les qui sont les plus en danger, ce sont les femmes. Elles sont maintenant tenues au commerce parce que quand la femme est enceinte, elle est en danger des deux côtés. Les gens maintenant profitent de ces enseignants. Tu vois pas celle qui avait perdu ses 3 enfants là, parce qu'il n'y a pas de couvert. Même les femmes maintenant là, elles peuvent accoucher par voie basse, mais on les impose les césariennes à 350 000. Ça c'est quoi ça? Ça c'est même quel pays? Regardez, il a pris le pouvoir les enseignants. Les enseignants étaient dans quel pays on va supporter un dictateur qui maintient son peuple dans la misère? Pourquoi est-ce qu'on doit supporter encore ces gens? Je ne comprends pas ce pays. Et tu vois d'autres Camerounais assis en diaspora qui supportent ça en fait. Et c'est ce que je ne comprends pas. Je me dis, mais on marche sur la tête dans ce pays. Quelqu'un ici, là, il a sa femme et ses enfants. C'est quand sa femme part coucher l'hôpital ici, avec les lits médicalisés, avec les télécommandes et tout, il est content. Mais dans son pays, où il y a les autres frères qui sont là-bas, il n'en veut pas. Tu vas voir, il ne veut pas que ça change. Voilà, ce sont les gens qui sont passés par le désert là-bas, qui ont été violés, qui ont failli être noyés, qui ont failli être noyés là-bas, mangés par des poissons. Ils arrivent ici, ils supportent encore le même gouvernement. Mais c'est... Souvent, je me demande, mais ça c'est quel pays ça? Je te jure. Je vais dire un truc ici, tu vas peut-être... Moi, j'ai souvent honte d'être Camerounais. Je te jure, j'ai souvent honte. C'est pour ça que les gens disent que je suis agressive. Parce que je suis dépassée par le comportement pareil. Et tu vois ces personnes qui sont assises ici en diaspora, elles prennent les bus, le métro, ça roule, ils sont assis dedans comme ça, quand tu les vois, tu vois que c'est les personnes. Les gens ne savent pas, Biya a pris le pouvoir. Ça, il prenait le pouvoir, les enseignants avaient 500 000 francs. 500 000 francs de l'époque. Hein. En 90, il est venu là où il a créé quoi? Il a divisé le salaire là en 3. Donc tu partais en banque comme ça, là, tu vois 123 000, 125 000 pour certains. Je connais beaucoup de nos parents là qui sont devenus fous. Je connais un ami de mon père, jusqu'à nos jours, il n'a pas retrouvé la tête, il était devenu fou. À cause de cette affaire-là. Donc, il a appauvri la classe moyenne parce qu'à l'époque, il y avait la classe moyenne, dont les enseignants, les médecins et les infirmiers. C'était la classe moyenne, il y avait une classe moyenne au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils s'en sortaient normalement. C'est-à-dire qu'ils avaient leurs besoins, ils avaient les voitures, ils avaient tout. Une classe moyenne normale. Maintenant, il a dit que non, si je veux du pouvoir, il faut que je tue la classe moyenne. Et la meilleure manière de tuer la classe moyenne, c'est de briser le salaire des fonctionnaires, c'est-à-dire de rendre les fonctionnaires pauvres. Puisque c'est les fonctionnaires qui rentrent à la fin du mois avec leur salaire pour distribuer l'argent aux hommes d'affaires, pour distribuer l'argent dans le reste du pays, pour faire tourner de l'argent. Mais si tu ne donnes rien aux fonctionnaires, comment l'argent va tourner dans le pays? Tu donnes 125 000. Là, il va arriver au marché, ça serait les distributeurs avec les commerçants tout le temps. Personne ne va s'en sortir. Je pose juste une question. Quand il diminue l'argent des fonctionnaires comme ça, est-ce que le niveau de vie, le niveau de fonctionnaire du gouvernement, le niveau de vie, le niveau, est-ce que ça change? Est-ce qu'il a diminué les salaires des gens du gouvernement? Est-ce qu'il a diminué? C'est pour ça que j'ai parlé de classe moyenne. C'est pour ça que j'ai parlé de classe moyenne. Parce que il y a la classe moyenne, c'est-à-dire des simples enseignants, infirmiers, tout ça. C'est ça qu'on appelle la classe moyenne. Eux, là, c'est la haute classe, c'est les hauts fonctionnaires. Ils ont les 15 millions. Tu vois, les directeurs de la Sonara. Voilà. Combien son salaire? C'est plus de 15 millions, 14 millions.
par mois. C'est pas le même niveau que le pauvre enseignant. Donc tu vois que lui, il a détruit toute la classe moyenne parce qu'il n'a pas de classe moyenne. Quand on dit ceci, il y a des ministères là-bas qui ont tu vois, pour débuter comme ça dans des ministères en fin de journée, c'est plus de 60 milliards de francs CFA. Et depuis les 60 milliards, c'est juste des goûter des petites soirées comme ça dans les ministères là-bas. Exactement, parce que dans les ministères, chaque vendredi, ils font l'état des services. Et lorsqu'ils font l'état des services, là, ils décaissent, il y a un budget pour ça. Et parfois, ils font de la surfacturation. Rien que peut-être pour l'état des services d'un ministère, le vendredi, ils disent qu'ils ont dépensé 10 millions. Rien que pour une petite réunion comme ça, ils ont dépensé 10 millions. Donc c'est ça qui fait, c'est là où l'argent part. Pour ça, Moïse Kato dit qu'il va aller piocher l'argent dans cette truc-là, dans ce faux budget-là, dans cette surfacturation-là pour financer d'autres projets. Je te jure, c'est révoltant tout ça. Et eux, ils se mettent bien, hein. Rien que les frais d'émission. Rien que les frais d'émission d'un secrétaire général d'un ministère. En Europe, c'est fait ça. Quand ils ont un petit bébé, ils viennent ici. Rien que leurs frais d'émission, ça peut nourrir 100 familles. On te dit que les frais d'émission d'un secrétaire, ça peuvent aller à 1 milliard par an. Et que c'est moi, j'ai toujours dit, et je le dis, c'est le bas peuple qui doit se lever. Parce que c'est le bas peuple qui souffre. Ces gens qui nous dirigent là, déjà même eux ne travaillent pas pour nous, le bas peuple. Donc si on ne se lève pas, eux ils n'ont pas de problème. Eux quand leur famille ici, ils ont des familles ici en Europe qui font des grandes études. Quand ils ont des maisons ici en Europe, voilà, ils ont des maisons, quand ils ont un bébé, ils viennent se soigner ici là. Quand vous avez un problème là-bas, vous n'arrivez pas à vous soigner. Donc eux là, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Donc c'est à nous de bas peuple de se lever et de dire non, que ça suffit comme ça. 43 ans, vous avez volé déjà une élection en 2018, donc vous avez volé 7 ans déjà de nos vies, on va pour vous donner encore 7 ans. Que c'est fini. Donc les gars, ils doivent se lever. Voilà. Et tu vois leur stratégie, leur stratégie c'est quoi? C'est d'appauvrir le peuple et de diviser le peuple. Donc ils ont deux armes. C'est-à-dire que d'abord ils rendent le peuple pauvre, et de deux maintenant ils divisent le peuple pour empêcher le peuple de sortir comme un seul homme, pour les chasser. C'est pour ça que tu vois, ils payent les gens sur TikTok pour distribuer, ils payent les Limbilobes pour distribuer la haine entre les Camerounais, pour les empêcher de se mettre ensemble. Parce qu'ils savent que si les Camerounais sont unis, si les Camerounais sont vraiment unis, ils ne peuvent même pas faire une semaine au pouvoir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Si tout le Cameroun se lève contre eux, si chaque Camerounais peut regarder un Camerounais comme son frère, et il dit que non, mon frère, on a beaucoup souffert, on a été victime de ce régime-ci. Si tous se lèvent ensemble, le pouvoir va tomber. Le pouvoir va tomber. Ils ne doivent même pas faire une semaine. Et ils ne doivent même pas faire une semaine. Parce que même les soldats qui croient qu'ils sont protégés par eux là, même les soldats sont contre eux. Et dit même leur propre garde du corps sont contre eux. Moi, quand je vois là, ce slogan là sorti là, que les prisonniers politiques disent oui, RDPC, quoi. Moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de crier à l'aide. Que venez nous soulager, venez nous dégager de ce pouvoir. Parce que quand je vois tous les slogans qui sont là, moi je pense que c'est ça. Maintenant, c'est au peuple de se lever. Voilà, c'est au peuple de se lever, de dire maintenant que ces gens-là, ils sont là depuis 7 ans. Ils ne foutent rien. Depuis 2018, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire là-bas? Même le droit se lève comme un seul homme pour chasser se lève comme un seul homme pour chasser ce monsieur-là et obtenir leur droit de je suis sûr que c'est un autre les gens sont peut-être venus de trouver chaque fois. Merci. Le peuple doit se réveiller, le peuple doit prendre ses responsabilités entre ses mains. Personne d'autre ne doit venir libérer le Cameroun si ce n'est les Camerounais. Personne d'autre ne doit venir travailler pour libérer le Cameroun si ce n'est les Camerounais qui travaillent. Donc c'est notre pays
Et c'est nous qui devons nous battre pour nous libérer nous-mêmes. On n'a pas compté sur un Messie ou sur un Dieu qui va descendre nous aider, non. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons nous battre pour nous libérer nous-mêmes. Moi, tu es encore là. Tu es parti. J'arrive. Là, c'est Cécilia qui est montée là. Cécilia, tu voulais dire quelque chose? Bon, c'est vrai que je suis un peu occupée, donc comme je suis au boulot, donc je peux pas vraiment participer. J'écoute seulement. Ah, ok. Bon. Mais dis-moi quelque chose pour encourager, non? Pour encourager les Camerounais à sortir, prendre leur destin en main. Oui, Aller franchement, voter. ben, je pense qu'il le faut, surtout à cet instant précis, c'est vraiment, il le faut, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, je sais pas. Et justement, comme tout à l'heure vous avez dit, c'est pas Dieu qui va descendre pour venir nous aider, quoi. Je pense que c'est à nous de se mettre en avant, de prendre notre destin en main, parce que j'ai comme l'impression que les Camerounais jusqu'ici, je sais pas si c'est parce qu'ils ont peur, ou alors c'est parce qu'ils ne réalisent pas, je sais pas, ils ne réalisent pas vraiment l'état dans lequel ils se trouvent en fait. Donc après, je ne sais pas trop, hein. Donc voilà, faudrait vraiment que aussi certains Camerounais sortent du mensonge dans lequel on les a mis, parce que quand je parle du mensonge, par exemple, il y a un qui est monté sur un panel hier, il a fait un témoignage pour nous expliquer que cette affaire des tribalismes, en fait, c'est quelque chose qui a été tissé, qui est en train d'être, qui a été tissé de toutes pièces par le régime en place. Parce qu'il dit que après les manifestations, lui, il avait manifesté en 2018, voilà, et on les avait tous arrêtés, on les avait mis en prison, on les avait mis en garde à vue. Et lui, il a été le seul qu'on a libéré parmi les autres, parce que les autres étaient Bamileke, et lui, il avait un nom différent. Et quand le libérant lui a dit qu'on te libère parce que tu n'es pas Bamileke et que ceux qui entraînent le désordre dans ce pays, ce sont les Bamileke, on lui demandait de sortir dans ça, qu'il faudrait qu'il laisse cela aux Bamileke, comme ça ils vont subir les conséquences tout seuls, quoi. Donc voilà, donc vous voyez un peu la raison pour laquelle, en fait, c'est le gars qui témoignait, il disait à quel point... Ce qui dit est vrai. Voilà. Ce qui dit est vrai, ça s'est passé à Douala. Ça s'est passé à Douala. Ce qui dit n'est pas faux. Donc, mais il faut pas que les Camerounais jouent dans ce jeu-là. Parce que il y en a parmi l'autorité, c'est-à-dire les commissaires et autres là, il y en a parmi eux qui sont républicains. Il y en a parmi eux qui sont tribalistes. C'est-à-dire qui sert l'honneur de la tribu. Mais il y en a parmi eux qui sont encore républicains, c'est-à-dire qui regardent les Camerounais comme des Camerounais, mais qui ne regardent pas les Camerounais sur le prisme de la tribu. Et si les Camerounais sortent en masse, le problème c'est de sortir en masse. Tous ces gens-là seront mis en minorité, tout simplement. Toutes ces personnes, tous ces tribalistes-là, ils seront mis en minorité. Il faut que les Camerounais participent au processus électoral en masse. Et il faut qu'ils sortent voter, il faut qu'ils surveillent leur vote. Et il faut qu'ils déclarent leur victoire le même soir. Tous ces gens-là seront mis en minorité. Ils ne représentent pas la majorité au Cameroun. Les élus ne représentent pas la majorité au Cameroun. La majorité des Camerounais sont Camerounais. Ils ne reviennent, on ne les regarde pas sur le prisme d'une tribu ou de quoi que ce soit. Est-ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu as dit? Donc, en fait, parce que moi aussi, je me demandais comment, en fait, comment est-ce que les Camerounais sont devenus subitement si tribalistes entre eux, frères et sœurs. En fait, moi-même, je me posais des questions, je me demandais, mais c'est quoi la source? C'est où on comprend que ce sont des idées qui ont été nourries par les dirigeants du pays. Ce sont des idées qui ont été nourries pendant les années, au fil des années, quoi. Et ça a été installé dans l'esprit des Camerounais en leur faisant croire qu'ils sont supérieurs aux autres et tout. Donc voilà, mais c'est dommage. Faudrait pas que les gens tombent dans ce piège-là. Faudrait pas vraiment que les gens... C'est pas ça qui va leur donner à manger.
C'est pas ça qui va le faire sortir de la misère. C'est pas l'effet de savoir que tu es supérieur à l'autre. Et puis quoi, ça change quoi en fait? Ça ne te donne pas un salaire à la fin du mois. Donc ça, c'est juste une manipulation. Et pendant ce temps, ceux qui te disent, ils prennent des jets privés pour aller voilà, en vacances et tout et tout. Il faudrait vraiment que les gens arrêtent en fait, arrêtent qu'on les utilise comme des objets, quoi. Comme des instruments, comme s'ils ils n'avaient pas de la valeur. Donc, franchement, ça, c'est que de la manipulation. Donc, autant de choses. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que certains Camerounais ont peur de se prononcer. C'est vrai qu'il y a la peur d'être brutalisé, la peur de perdre la vie, mais je pense aussi que l'effet d'avoir nourri cet esprit en eux, dans certaines personnes aussi, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, donc voilà. Nous devions tous nous réveiller. Il y a un moment il y a un moment pour se réveiller, comme tu as dit. Ouais, Bélimus, tu voulais continuer. Non, je voulais dire que cette histoire, comme disait la sœur tout à l'heure, c'est un construit, non, ce qui remonte depuis 2018 parce qu'il y a une vidéo de Marlène Mvuto, si vous avez vu ça, qui réclame la paternité, n'est-ce pas, du tribalisme qui mine à l'heure actuelle la société camerounaise. Bon, elle dit qu'elles ont lancé ça parce qu'effectivement, il n'y avait pas de programme. Et effectivement, en 2018, vous avez vu, il n'est que sorti pour 5 minutes. Et puis, comme il n'avait rien à présenter aux Camerounais, alors ils se sont dit que bon, si on joue sur ça, peut-être ça pourra nous permettre de nous en sortir. Bon, mais effectivement, elles ont joué sur cette corde-là et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais je dirais tout simplement que c'est très malsain. C'est très malsain. Parce que ceci a laissé croire que si les Bamileke prenaient le pouvoir, alors ils allaient le garder pour eux et les autres allaient en payer les conséquences. Mais aujourd'hui, quand vous prenez du recul, vous faites une petite analyse approfondie, vous comprenez effectivement que cette idée est ancrée dans leur esprit au point où ils trouvaient, n'est-ce pas, le fédéralisme communautaire comme étant un moyen d'échappatoire. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont sémé une connerie dans la société qui a aussi créé d'autres fléaux. Parce que tu vois le tribalisme communautaire dans le sud, ils voient ça sur l'angle. Si nous avons notre région, effectivement, nous n'aurons pas de compte à rendre à qui que ce soit, ou alors nous n'allons pas subir la répression des autres. Mais on n'est pas là pour punir qui que ce soit. Le moment venu, il faudrait que ceux qui ont, n'est-ce pas, détourné des fonds publics, ceux qui ont commis des crimes, puissent répondre de leurs actes. Parce que ça serait la seule façon, n'est-ce pas, d'apaiser les cœurs. Et l'un des problèmes aussi que les gens doivent noter, c'est que le président Biya a raté un tournant très très décisif durant toute sa carrière parce que il y a aussi l'histoire du président Amadou Ahidjo. Même si les gens du Nord n'ouvrent pas la bouche pour en parler, c'est parce qu'ils sont en train de jouer un peu à l'autruche. Ils ont mis carrément la tête dans le sable. Ils ont dit, de toutes les façons, on ne s'y mêle pas. Mais le jour que l'occasion se présentera, que nous avons le pouvoir, et effectivement, nous allons régler nos comptes. Et ils vont régler les comptes. Parce qu'il y a une chose que les gens doivent savoir. Il y a encore des charniers dans le sud. Vous comprenez? Il y a des charniers, des gars qu'on a exécutés le 6 avril 1984. Vous croyez que tout ça peut passer comme ça? Ça ne peut pas passer comme ça. Donc c'était l'occasion. Voilà. De compte. Oui, ça ne peut pas, parce que les gens, parfois, ils ouvrent la bouche, ils pensent que non, c'est une histoire que les gars, non, les gars n'ont pas oublié, parce que si vous suivez certains nordistes qui sont cultivés, mais ils en parlent. Ils sont fâchés pour ça. Et quand ils voient, par exemple, les gens comme les Marafat en prison, des machins, ça leur remonte encore de plus en plus, parce que ces gars-là, même quand tu vas fouiller dans leur dossier, tu vois que le motif pour lequel même ils ont été même condamnés, tu vois un peu. C'est-à-dire que ça fait mal, parce que si tu prends le cas de Marafat Amidou Yaya et Maître Alice, comme l'a dit, c'est-à-dire qu'il est condamné pour complicité intellectuelle, donc il a utilisé son intelligence au service du détournement pour amener les autres à voler. Alors, donc, le gars n'a rien, il n'a rien fait. Donc voilà Vamouké qui est en prison.
C'est des gars qui n'ont rien fait. C'est l'une des personnes où le procès a été renvoyé plus de 100 fois. Donc tu comprends qu'il y a un certain acharnement. Tu comprends? Dans le pays là que tu vois là, si ce n'est pas le professeur vraiment comme toi qui met la main sur ce pays, je vous jure, la suite ne sera pas ce que les gens pensent. Il faut un pacificateur, quoi. Il faut un pacificateur pour arranger les choses. Il faut d'abord penser à ça. Il y a trop de rancœur. Parce que quand tu regardes le régime d'IA, mais tu vois que le gars a tué des gens. C'est qu'après, peut-être, après le colonialisme, c'est bien. Même en personne, Aïdjo même était, on dirait même qu'Aïdjo même était, même peut-être, c'était, je dirais, un ange. Il a fini par attaquer aussi les anglophones. Donc, il n'a pas d'amis quelque part. Donc, non. Il y a des ennemis partout au Cameroun. Pas du tout. Voilà pourquoi tu vois le fédéralisme communautaire là, et ça les arrange. Ça les arrange. Donc, ils sont obligés de s'accrocher dessus. Voilà. Parce qu'ils se disent que c'est l'unique porte de sortie qui leur reste pour être à l'abri des représailles. Moi, je pense que ce truc de fédéralisme communautaire là, c'est né simplement par l'obsession du peuple Bassa de former leur grand territoire, leur grande région qu'ils appellent la région Bassa. Parce que selon eux, ils disent que les bassins ont été divisés dans les trois régions, c'est-à-dire dans le littoral, dans le centre et à l'est. Donc eux, ils disent que non, on doit remettre les bassins tous dans une seule région. C'est une obsession. Non, ce que tu dis n'est pas faux. Non, ce que tu dis n'est pas faux. C'est l'objectif qui est caché derrière en ce qui concerne les bassins. Mais maintenant, en ce qui concerne ceux du Sud, qui ont aussi épousé l'idée, ils ont aussi le plan derrière. Tu comprends? Parce que si tu suis, il y a un audio en fuite là, où une élite du Sud, je ne sais pas si c'est Akame Founou, qui est en train de dire que vraiment nous-mêmes nous avons mal géré ce pays. Et c'est fini, on n'aura plus. Il faudrait qu'on s'apprête à subir, il faudrait qu'on s'apprête à souffrir. Lui-même il le dit. Lui-même il le dit. Il prépare ses frères à souffrir, à affronter un avenir qui ne sera pas rose pour eux. C'est la peur de la revanche, voilà. Des autres, oui, qui les pousse à avoir ce comportement-là. C'est-à-dire de chercher à se replier sur eux-mêmes, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Donc, tu as vu que si tu suis encore certains débats, tu as vu qu'ils sont maintenant en train de parler des peuples de la forêt. À un moment donné, ils parlent des peuples de l'eau. À un moment donné, tu ne sais même plus de quel côté même ils sont en train de se positionner. Tout est devenu flou. Moi, j'avais une théorie sur l'histoire des peuples de la forêt, là. Parce que il y a un monsieur qui est monté sur le panel et qui m'a dit que si vous voulez qu'on parle de l'histoire du Cameroun, ne croyez pas que l'histoire du Cameroun remonte. Fait ce qu'on appelle un génocide des Pygmées pour s'installer. Voilà. Si vous voulez qu'on parle de l'histoire, le monsieur a dit, ils n'ont pas supporté, ils l'ont fait descendre. Il a dit que l'histoire du Cameroun... Il y a eu le génocide des Pygmées par les Bantous. Oui, il y en a eu. C'est ce que il faut le dire ça. Il faut dire qu'il y a eu le génocide des Pygmées par les Bantous pour s'installer dans le bassin du Congo. Dans tout le bassin du Congo, les Pygmées ont été génocidés par les Bantous. Il faut l'accepter. Et c'est l'histoire. Jusqu'à nos jours, si tu vas à l'est Cameroun, jusqu'à nos jours, il n'y a pas la paix entre les Pygmées qui sont en forêt et les Bantous qui sont installés sur les périphéries des routes. Il n'y a jamais eu de paix jusqu'à nos jours. Ce que tu dis n'est pas faux parce que j'ai un ami ici, il sort de là. Il m'explique, il me dit que il n'a jamais de paix. C'est des conneries, ils ne s'entendent pas. La forêt appartient aux Pygmées, la forêt n'appartient pas aux Bantous. Pourquoi? Parce que les Bantous n'ont pas la maîtrise de la forêt. L'homme Bantou ne se soigne pas avec les herbes. L'homme Bantou ne connaît pas les esprits de la forêt. L'homme Bantou va apprendre sur le Pygmée comment se soigner, comment se nourrir à partir de la forêt. L'homme Bantou ne connaît rien de la forêt. Qu'est-ce que l'homme Bantou en sait de la forêt pour dire qu'il est un habitant de la forêt? Oui, ce que tu dis est important parce que j'ai essayé de faire un peu une corrélation entre les aborigènes d'Australie, les Indiens de l'Amazonie,
Tu vois un peu, j'ai vu Exactement. Et même les pygmées qu'on a ici, là, c'est les mêmes. C'est là où je voulais en venir. Ils ont à peu près le même mode de vie. Exactement. Voilà. Mais toi, tu veux me parler de la forêt, alors que tu ne connais rien de la forêt. Toi-même, tu vas là-bas pour te demander comment te soit. Et tu me dis que toi, tu es autochtone. Autochtone de quoi? Ils ne connaissent absolument rien de la forêt. Rien. Même pour se nourrir. Est-ce que tu sais que même pour se nourrir, eux, ils étaient obligés de voler le gibier des pygmées parce que les pygmées sont plus petits. Ils n'ont pas assez de force. Tu vois un peu? C'est comme ça qu'ils ont fait, même pour prendre leur thé. Donc, si on veut dire vraiment un peu plus de la forêt, un peu de quoi. La forêt appartient aux pygmées. Tout ça. C'est même une manière même de nous embrouiller, parce qu'il paraît que même les gens elle me disait que les gens de Bolova ne s'entendent pas avec les autres. Donc même dans la communauté, même ce n'est pas qu'ils s'entendent. Je vous ai dit que les gens, c'est de très bonnes personnes. Le peuple est, dans tout le peuple étant là, vraiment c'est de très bonnes personnes, des bonnes personnes. Mais la seule chose c'est quoi? C'est qu'il y a une minorité, des affamés, n'est-ce pas? Ce sont eux qui créent tout ce bordel-là. Parce que quoi? La sœur disait tout à l'heure là qu'elle a été sidérée lorsque elle a vu des gens avec des factures en main devant la FECAFOOT pour attendre le grand pour dire que soigne-moi. Voilà. Et quand tu leur dis, si demain tu leur dis que ce que vous faites là n'est pas bien, ça vous rend paresseux et feignant, ils vont croire que c'est une injure. Ce n'est pas une injure. Parce que j'ai des amis dans le sud qui me disent que quand les élites vont là-bas le week-end, au petit matin, il y a déjà des rangs. C'est leur culture. C'est-à-dire que c'est leur culture. C'est leur éducation. Oh, tu ne peux pas voir ça à l'ouest. Mais à l'ouest, c'est qui va voir ça à l'ouest. Mais attends. Mais Niat est non loin de chez moi. Tu crois que je vais aller foutre de quoi chez lui? Il va me donner quoi? On s'en fout. S'il veut construire les immeubles, c'est son argent là-bas. On s'en fout. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi est-ce que nous, on a pris sur nous l'habitude de ne pas aller chez nos aînés, nos oncles qui sont riches. Mais il y a des gens qui parlaient là, ils ne savent même pas. Moi, j'ai eu un ministre dans ma famille. J'ai dit que j'ai eu un ministre dans ma famille. Mais quand j'ai eu même un directeur même, j'ai dit directeur de l'hôpital central de Yaoundé, dans ma famille. Mais quand j'allais chez eux, j'avais remarqué une chose. Il y avait une chose qui m'avait frappé l'esprit. Quand tu vas là-bas, en fait, qu'est-ce qu'on faisait? C'est-à-dire qu'on te reçoit, tu es arrivé, il y avait toujours un petit salon au balcon, on te faisait asseoir, et puis on disait alors que ton neveu est là. Quand il sort, il te salue, il te demande, tu as mangé? Tu dis non, tu as bu quelque chose? Tu dis, il dit qu'on a été acheté à boire. Et quand tu pars, quand tu partais, il sortait peut-être 5 000, 10 000, 20 000, il te donne. Mais quand toi tu prends cet argent, tu restes toi-même, tu te demandes que, mais attends, au bout de 2 jours, c'est déjà fini, 3 jours. Tu te restes, tu dis que, mais tiens, quand tu passes ces gens-là, parfois ils vont même passer devant toi, ils vont même faire, parce que j'avais des cousins aujourd'hui qui commencent aujourd'hui à m'appeler, alors que quand le père était encore là, c'est qu'ils pouvaient sortir du salon comme ça, parce qu'il te dit seulement un bonjour en passant. Tu comprends? Même pas venir s'asseoir comme on s'assoit souvent entre nous au quartier, comme ça, on fait les commentaires. Non, il te dit bonjour, il s'en va. J'ai un oncle en France avec qui je ne parle pas. Je ne parle pas. On m'a appelé un jour, mon papa m'a appelé de la France, et un jour il m'a dit, est-ce que tu es prêt? Je passe te chercher pour qu'on aille voir mon grand frère qui est hospitalisé. Je demande qui? Il me donne le nom. Je lui dis, quand tu iras chez lui là-bas à l'hôpital, dis-lui que tu m'as demandé de t'accompagner. Je te jure devant Dieu, si je manque peu de ma vie. J'ai dit ça à mon oncle. Dis-lui que tu m'as demandé de t'accompagner. Et je t'ai dit que je suis occupé. Donc, c'est un mot que lui m'avait lâché quand j'avais 16 ans. C'est que tu vas chez les gens qui ont de l'argent là, tu vois un peu la manière dont ils te prennent. Tu vois, si tu as un enfant... Il y a de la condescendance. Ouais. Voilà, il y a de la condescendance. Et nous, les Bamileke, on n'aime pas la condescendance. On n'aime pas ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On n'aime pas. J'ai dit que l'oncle est en France.
Ce n'est pas les histoires que les gens disent, l'oncle l'enfance. Et quand j'ai eu le baccalauréat, même moi-même, bon, j'avais perdu mon papa. Tu sais que parfois, quand tu perds un parent, il y a une assise après le deuil. Bon, maintenant, il y a certains qui vont se lever, qui vont te dire que je vais m'en occuper de toi. Celui-ci dit que non, je m'occupe des deux derniers. C'était comme ça. Ils font des promesses. Voilà, ils font des promesses. Tu as compris, toi, tu comprends le jeu. Alors, moi, voilà, je reste. Dieu merci, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Je me suis mis à lancer du jus en Guayaquil, où j'étais. Je te jure, c'était comme si le pater, de là où il était, m'ouvrait toutes les portes. C'est-à-dire que j'étais dans un milieu des anglophones. Tu sais que les anglophones, ils sont toujours dans les mouvements, dans les affaires. Toujours éveillés, oui. Voilà, éveillés. Donc, le gars peut venir comme ça, il te dit, donne-moi 50 000, je te donne 60 000 demain. Donc, j'ai connu du côté Nyanga, mal mauvais. C'est-à-dire que l'argent entrait. Je vous jure devant Dieu. Au bout de 3 ans, j'avais déjà 3 voitures d'occasion. Il dit au bout de 3 ans. Donc, dans le jus. Oui, dans le jus. En Guayaquil, ça va vite, à Bonas. Donc, quand j'écritais avec les francophones dans nos frères, tu sais qu'ils sont trop usés, ils vont te parler de l'argent le mois. Parce qu'ils attendent le salaire. Donc, je trouvais que c'était un peu dérangeant tout le temps. Mais entre-temps, je le faisais, mais j'avais encore la promesse que l'oncle avait parlé. Un an passe. Il n'y a pas de problème. Il m'a envoyé 100 000 francs une fois. 2 ans passent. Putain. Je me rends compte que le monsieur, c'est parce que quand tu as déjà l'idée de go en bain, tu vois que même au cours, même tu ne peux même plus prendre tes cours. C'est-à-dire que parce que tu sais que non, d'un moment à l'autre, tu vas bouger. Quand j'ai fait les 2 ans là, je suis allé à Douala et chez ma tante. Ma tante devait aller remettre des paquets chez l'ami de mon oncle qui est en France. Mon oncle a les moyens. Alors, je suis arrivé chez l'ami de mon oncle, elle était en train de faire des valises et tout. J'ai demandé un format A4 et un stylo. Je suis resté sur cette table-là. J'ai commencé à déverser ma colère sur la feuille, déverser ma colère. À la fin, ce que j'ai retenu, ce que je dis comme mot, phase finale, j'ai dit à mon oncle que tu n'es pas mon Dieu et tu ne seras jamais mon Dieu. Parce que j'avais fait mon bilan en 2 ans. J'ai vu qu'il m'a freiné, il ne m'a pas aidé et tout était. Mais je lui ai envoyé une lettre pour lui dire que non. Voilà. Tu as vu que voilà un gars qui prend le courage, son courage entre les mains et rédige une pareille lettre. La lettre, elle a touché mon oncle jusqu'à ce qu'il était fâché. Mais 3 ans après, quand j'ai eu mon réseau, je suis arrivé en France. Quand j'arrive en France chez ma tante, elle me dit, tu n'appelles pas ton oncle? J'appelle mon oncle. Je dis, bonjour, c'est Florison. Il saute parce qu'il a vu le 3, le plus 33. Il a sauté. Il me dit, tu m'appelles d'où? Je dis, comment je t'appelle de Paris? Il commence à tourner en me disant que tu vois, je t'avais dit de rester au pays, tu devais t'occuper de mes affaires. Dans mon cas, j'ai dit imbécile au carré. Tu as vu comme nous sommes à l'ouest. À l'ouest, on est des gars déterminés. On n'a pas besoin de compter sur des gens. Quand on a déjà vu que tu ne peux pas nous tendre la main, nous, on crée notre chemin. Et quand on crée le chemin qu'on a créé là, on a pris faux yeux, on peut te dire ce qu'on veut. Voilà. Parce que parfois, imagine que si c'était quelqu'un ailleurs, il allait carrément rester les bras croisés. Je vais attendre, on va m'aider, je vais attendre. Nous, on n'attend pas beaucoup. C'est vrai qu'on s'entraide. Mais si quelqu'un t'aide à te tendre la main, qu'est-ce que tu fais? Tu dois travailler ta tête. Tu comprends? J'ai eu ce débat avec un collègue l'autre jour. Il me disait que bon, lui il supporte le tribalisme communautaire là. Il dit que la force des hommes de l'Ouest, c'est la communauté. Je lui ai dit que non, loin de là. La force de l'homme de l'Ouest, c'est le travail avant la communauté. Si tu veux, on te met en communauté, on te fait faire 100 réunions, 200 réunions, tu prends les prêts d'argent là-bas. Tant que tu n'es pas capable de travailler, c'est l'argent que tu as pris dans les prêts là et rembourser les prêts, tu vas toujours tourner dans le vide. Ce n'est pas la communauté qui fait de toi un vrai homme. Effectivement. C'est ta détermination. Oui, tu veux. Et lui il dit que dans les réunions de l'Ouest, je ne crois pas que ce sont seulement les gens de l'Ouest qui sont là. Il y a les Sawa là-bas dans les réunions là. Oui, j'en connais. Il y a beaucoup de Sawa qui ont intégré nos réunions. Mais si on va dans la productivité là, c'est ceux qui produisent là. Tu vas voir que c'est les gars de l'Ouest parce que lui c'est qu'il a pris l'argent à la réunion, il doit rembourser avec les intérêts. Donc il doit avoir son bénéfice sur cet argent là.
Donc, il ne doit pas, il travaille. Vous allez venir dire après que non, c'est la communauté, c'est la communauté. C'est d'abord ton travail. C'est d'abord ton travail. Oui. C'est d'abord ton projet, ta vision. Oui. C'est ce qu'ils pensent. Ils pensent dans leur tête que là-bas, on nous donne l'argent. Ou que les élus, là, quand ils volent l'argent là-bas, ils viennent distribuer à des... J'ai suivi tellement de conneries. J'ai dit que bon, si vous pouvez arrêter un gars d'une semaine demain, là, vous le fusillez. Vous nous rendez service. Il dit que lui, il me dit que non. Dans les réunions, là, on fixe les prix des marchandises. J'ai dit que non, vraiment, vous savez. Dans les réunions, sont devenus le ministère du Commerce. Donc, c'est nous qui sont les plus oui, tout ça. L'autre a même parlé des banques. Que quand on part dans les banques, dans nos banques, on nous favorise. On nous diminue les intérêts. Il regarde jusqu'à quel niveau ça, c'est les gens sont tombés. Il regarde jusqu'à quel niveau les gens sont tombés. Hein? Ça, c'est vraiment être bizarre. Il dit que, et il justifie le tribalisme communautaire là par ça. Il dit que Je non. te dis. Comme les Bamilés qui aiment se mettre entre eux, on va créer un État et où ils vont se mettre entre eux. J'ai dit que non. Je te jure. Je vais te dire la vérité. Il dit que, est-ce que tu sais que l'investissement des Bamlékim dont tu parles là, c'est pas dans leur région, c'est pas à l'ouest. Si on va regarder là où les Bamlékim ont pu s'investir, ce n'est pas chez eux. Parce que les entreprises, c'est à Douala. L'immobilier, là où ils ont investi dans l'immobilier, c'est à Douala et à Yaoundé. À Bafoussam, ils n'ont pas investi. À Bafoussam, tu cherches une maison à louer, tu ne trouves pas. Parce qu'il n'y a pas assez. Ils n'ont pas investi là-bas. Mais si tu vas à Douala ou à Yaoundé, tu vas trouver les maisons à louer parce que les gars ont investi massivement là-bas dans l'immobilier. Donc quand tu dis que tu vas créer une région pour eux, là, vraiment, c'est comme la région, je ne sais pas si la région là va les contenir, hein, parce que je ne crois pas que l'Ouest là peut contenir tous les Bamilés. Non, ça peut contenir. Non, ça peut contenir. Je vais t'expliquer. Les pays comme par exemple la Suisse n'ont pas de grandes superficies. Hein. Les pays comme Monaco, même si c'est une principauté, ça n'a pas de grandes superficies. L'Europe même en général, quand tu regardes même l'Europe en général, la superficie de l'Europe n'est pas grande. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que si on va à l'ouest, toutes les grandes maisons que tu as vues, les gens construits là, on sera obligé de les recasser et mettre sur pied un plan d'urbanisation. Voilà, stylo américain. Et je suis sûr que les gratte-ciels vont monter. Ça, il n'y a même pas de doute dessus. Exactement. Mais sur le bas dehors, tu comprends. Et il y a aussi une chose que moi aussi j'ai souvent dit. Le sous-sol de l'Ouest, là, les montagnes que tu vois, je crois qu'il y a tellement de richesses à l'intérieur. Mais inexploité. Tu comprends? Donc les gens pensent que non, parce que oui, c'est vrai, on est dans une région montagneuse, mais on peut aussi l'exploiter parce que quand tu prends par exemple, lorsqu'on te parle en géographie des États alpestres, on te parle par exemple que la Suisse, qui est aussi un pays montagneux, on te parle de la Tchécoslovaquie ou la République tchèque, qui sont aussi des pays montagneux, mais qui ont pu, n'est-ce pas, se développer sur le plan d'urbanisation parce que effectivement ils ont mis leur intelligence au service de la science pour développer le pays comme il s'est développé. Donc, moi, je n'ai jamais eu peur du fédéralisme communautaire là. Moi, je le dis. Parce que eux, ils sont en train d'ouvrir une boîte à Pandore qui sera très difficile à refermer. Parce que quoi? Parce que si on rentre dans le fédéralisme communautaire, ne sois pas surpris que demain, certaines régions demandent leur autonomie en appliquant, n'est-ce pas, des tests des Nations Unies qui parlent de l'autodétermination, n'est-ce pas, des peuples à s'affirmer de leur peuple. Si nous on tombe déjà à ce niveau-là, tu comprends? Il y aura des enfants comme nous, ou nos enfants qui vont dire que bon, comme nous sommes là, des pays, des régions autonomes, nous rattachons-nous au Nigeria. On gagnerait plus en nous rattachant au Nigeria qu'à rester au Cameroun. Tu comprends? Parce qu'on est à côté du Nigeria. Il suffit qu'on lance deux boulevards là, c'est fini. Qu'est-ce qu'on vient encore foutre avec les lunettes qui sont de l'autre côté? Bon, on va là-bas où il y a un marché de près de 200 millions, 300 millions. Même Bamileke n'a pas peur. Et parfois, quand tu vois les gars s'exprimer, c'est parce que dans la vie, il faut ce qui tue nos frères, c'est qu'ils n'apprennent pas. Parce que s'ils apprenaient, s'ils copiaient ce que les autres faisaient, on allait être plus forts ensemble. Et regarde par exemple ce que les gars font au Canada. Est-ce que tu sais que les gars au Canada font la tontine des maisons pour acheter? Yes. Oui.
On tontine des maisons, c'est-à-dire que je La tontine ma tontine des maison. maisons, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent, Ils mettent de l'argent. achète ta maison, et puis toi aussi tu contribues pour qu'on achète aussi la maison. Oui. Est-ce que tu comprends ça? Oui, ça se passe aussi dans les familles. Hein. Ça se passe aussi dans les familles, même en Afrique. Donc, ça se passe dans les familles. C'est-à-dire que cette année-ci, on construit l'aîné. L'année qui suit, on construit le Voilà. Oui, effectivement. Ça se passe dans les familles. Parce qu'ils pensent que la tontine, c'est la liquidité seulement. Et je vais encore te dire encore une idée encore ingénieuse que les gars ont mis sur pied. Moi, je suis ici au Canada couché. Si je meurs là où je suis, ou si un de mes enfants, s'il arrive qu'un de mes enfants décède là, mais il y a RPN que les gars ont mis sur pied, c'est-à-dire que retour au pays natal, qui va venir te payer le billet d'avion, te donner l'argent pour recevoir les gens au pays et transporter le corps pour amener au pays. Et tu sais combien on cotise? Tu peux donner $100, ça te fait l'année. Parce que vous êtes, on est au moins, on est tellement nombreux que quand quelqu'un décède, on prélève peut-être dans le compte de chaque personne $5 à $10. Est-ce que tu comprends? Oui, et ça fait la ne veulent pas comprendre que les gars réfléchissent. Les gars réfléchissent. Il y a plus d'1 million de Camerounais au Canada. Si c'est 1 million de Camerounais là se mettaient ensemble pour créer un fonds d'investissement au pays, tu penses que le pays ne devrait pas être développé? Non, les gars n'ont pas de problème. On n'a pas de problème là. On n'a pas de problème là. Il y a des frères qui ont intervenu là et la sœur qui disait que le gouvernement fait exprès de bloquer le développement du Cameroun. C'est que le développement n'a pas été, c'est pas un truc qui faisait partie du lexique de Paul Biya. Non. Même le libéralisme communautaire qu'il avait rédigé, je ne crois même pas que lui-même il a même plus le temps de lire même les 2 premières pages. Tu comprends un peu? Parce que tu ne peux pas imaginer, franchement, qu'en 43 ans, tu regardes dans tous les compartiments, tu ne trouves rien qui a marché. Rien, il n'y a rien qui a bougé. Je dis en 43 ans. Tu crois que si c'est concentré en 43 ans que je vais donner l'eau? Et on est l'un des pays les plus arrosés du continent. Après l'Éthiopie et je ne sais pas un autre pays. On est troisième. Et chez nous, chaque département porte le nom d'un coup d'eau. Tu comprends? Donc on ne devait pas avoir le problème d'eau. Moi, je sais que quand on était jeune, on faisait beaucoup de matières à l'école. Mais tu ne pouvais pas être faible dans toutes les matières. Il y a toujours une matière où tu vas exceller. Oui. Mais sinon, je ne vois pas dans quel domaine lui il a excellé. Je ne vois aucun domaine. Qu'on peut dire que non, il a échoué ici, mais ailleurs, là, il a réussi. Tu vois un peu. Il n'y a aucun domaine économiquement où il a vraiment excellé. Parce qu'on dit que non, le Cameroun est reconnu en Afrique pour tel domaine économique. Rien du tout, rien du tout. Il n'a pas excellé dans un domaine précis. Parce que comme tu parlais, par exemple sur la Suisse, là, la Suisse a excellé dans plusieurs domaines. Ou en Europe aujourd'hui, quand on parle de l'horlogerie, dans le monde même, ce sont les plus grands horlogers du monde. Quand le Suisse fabrique sa montre, il met sur le marché, même si tu es n'importe qui, tu ne peux pas l'atteindre. C'est-à-dire que chaque État en Europe a sa spécificité. Mais chez nous, au Cameroun, on a la chance d'avoir une diversité. Tu comprends? Des choses qu'on pouvait mettre en valeur. Je vais te prendre un exemple terre à terre. Est-ce que tu sais que le monde est devenu un village planétaire où les pays parlent en termes de compétition? J'ai été surpris, moi. Si tu fais même vous qui êtes à Paris, faites tout le long des Champs-Élysées. Je dis Champs-Élysées, je ne dis pas les caca que les gens ont dans les sous-quartiers qu'ils appellent les cagottes là. Moi aussi, j'ai fait Sainte-Catherine ici à Montréal. D'un bout à l'autre, je n'ai vu aucun restaurant. Aucun restaurant. Alors que normalement, le gouvernement même pouvait, si c'était des gars ambitieux, pouvait même sponsoriser, donc ouvrir des restaurants même en Europe et employer des Camerounais pour mettre en valeur la gastronomie camerounaise. La gastronomie camerounaise. Qui est l'une des meilleures. Même la meilleure. Tu comprends? Je te dis, quand tu as une vision, regarde, moi je suis couché dans ma lit, je vois quoi? Mais regarde l'idée que j'ai. Hein? Je vois quoi? Notre gastronomie là, c'est la meilleure dans Pourquoi que le gouvernement aurait perdu en faisant un restaurant de luxe? Il aurait perdu, il aurait embauché des Camerounais. Il serait en train de travailler et vendre l'image du pays. On aurait gagné même en matière même de tourisme. Tu comprends?
Exactement. On a des gens, je ne sais pas quelle est l'école qu'ils sont allés faire chez les Blancs. Je ne sais pas. Ou quand les Blancs allaient à l'école et ils allaient à côté de l'école, je n'ai jamais rien compris. Tu comprends? Et après, quand tu te lèves pour dire... Tu vois pas l'autre qui passe coucher dans l'hôtel intercontinental. Il mange bien, il vit bien à l'hôtel intercontinental, mais il rentre dans son pays, il n'arrive pas à construire même un semblant d'hôtel intercontinental chez lui. Tous les jours, il est obligé de prendre l'avion pour aller s'asseoir chez les gens, s'asseoir et manger. Lui-même, il ne réfléchit pas que, mais depuis, ça fait au moins 20 ans que je viens chez les gens ici. Pourquoi ne pas aussi faire ma part d'hôtel intercontinental chez moi? Et je prends mes vacances là-bas. Attends, dis-toi que même s'il faisait même pour lui-même, ou pour le Cameroun, en Suisse, tu crois qu'on allait dépenser ce qu'il a dépensé là? Non, dis-moi. S'il avait conçu même pour le Cameroun, parce que le président Amadou Ahidjo était un monsieur hyper intelligent. Hein? Parce que même quand tu vas à l'ambassade du Cameroun à Paris, est-ce que tu sais qu'il y avait la résidence même du chef d'État à l'intérieur de l'ambassade? Donc quand il est arrivé, il n'avait pas besoin d'aller dans un hôtel. Voilà pourquoi que vous faites un peu les régions, le tour des régions du Cameroun. Vous allez voir que dans chaque province, il s'arrangeait à construire une maison, un mini palais présidentiel. Allez même à Kribi, vous allez voir le palais présidentiel, un autre palais présidentiel au bord de la mer. J'ai dit à l'entrée de Kribi, il y a le palais présidentiel. Donc il essayait de construire comme ça, de telle sorte que le chef de l'État, s'il avait besoin de prendre ses vacances ou ses congés, il allait là-bas. Mais le monsieur là n'a jamais mis pied. Tout ce qu'il connaît, c'est la Suisse. Tout pour lui, c'est la Suisse. Mais il faut que les gens assument l'héritage de leur éducation. Ils ont aimé les Blancs. Tout pour eux, c'était les Blancs. Dès que tu es une femme, tu vois un Blanc, tu es parti. Tu comprends? Ils veulent qu'on écrive l'histoire de ce pays, on va l'écrire. Vous ne pouvez pas vous en aller, vous croyez que les gens vont laisser la savane là pour vous attendre pour que vous veniez reconstruire. La nature est roi du vide. Hein. Tu n'es pas là, quelqu'un construit. Il achète, il construit. Et s'il construit là, tu dois respecter sa construction, ses investissements. Parce que quand on prenait l'argent de terre là pour vous envoyer à l'école, pour vous soigner, pour vous envoyer à l'étranger, nous on ne venait pas vous dire que oh, non, ne partez pas, c'est notre argent. Aujourd'hui, vous venez dire que non, on a arraché vos terres, on a arraché que les terres, on arrache les terres chez qui? Chez les Blancs ici, là, si tu as ton argent, achète même tout Montréal. Est-ce que même les propriétés, est-ce qu'ils mettent ça en valeur? En valeur. Il y a une vidéo là où ma maman m'avait attiré mon attention dessus. Il y a une vidéo là où on montre au Bia. Il va dans son champ de maïs, il casse le maïs, il ouvre le maïs là est pourri. Et il dit aux journalistes que non, on va aller faire la provende avec. Tu connais la vidéo là? Non, je n'ai jamais vu ça. Il y a une vidéo comme ça où quand il était encore bien jeune là. Maman m'avait attiré mon attention, elle m'a dit que mais comment le monsieur s'y va au champ? Ça c'était quand il disait que il avait créé l'habitant. Il a dit que les fonctionnaires pouvaient aller cultiver le jardin là. Et comme il avait déjà lancé son champ d'ananas en Vorno-Canada, voilà. Et le maïs là qui monte à la caméra comme ça, le maïs ouais, c'est vrai. Le maïs là est pourri. Maman dit mais comment un chef d'État prend un maïs pourri pour montrer aux gens? On ne peut pas faire la provende avec quelque chose qui est pourri, c'est pourri, c'est impropre pour les animaux, ça va être impropre aussi pour l'homme. Il dit, voilà, c'est ça, il dit qu'il va lui donner ça pour la provende. Donc, c'était une manière de se rattraper, non, pour dire que bon, c'est quand même gâté, mais on va faire la provende. Ma mère a dit que ma mère a attiré l'attention des gens. Il dit que, mais comment est-ce que le gars, s'il n'arrive pas à entretenir un champ de maïs simple, classique là, c'est entretenir un pays qui va... Voilà, tu as vu, non? Et je vais te dire une chose que tu devrais comprendre. Ahidjo savait jouer sur les capacités de chaque ethnie. Parce que n'oubliez pas que chaque ethnie au Cameroun... C'est que vous passez vite dessus, vite dessus, parce que le fait, quand on lance un champ de maïs, il faut penser aussi aux méthodes pour chasser les insectes. Les insectes ou ce qui peut charançonner le maïs. Il y a des parasites, il y a des méthodes naturelles, il y a des méthodes aussi chimiques. Tu vois, opter pour les méthodes biologiques, tu vois un peu, non? Il y a parfois la cendre, il y a bien d'autres trucs, tu vois un peu, il y a parfois l'urée qu'on utilise, qu'on laisse reposer pendant un mois ou un peu plus, et puis qu'on peut répandre. Quand je parle de l'urée, ceux qui connaissent savent de quoi je parle, ça peut être l'urée
des animaux, ça peut être sur des hommes. Tu vois, donc, on laisse reposer pendant longtemps et puis, avec un autre mélange, ça permet de pouvoir être utilisé comme insecticide, tu vois, ou encore produit naturel pour repousser ces charançons-là. Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, de toute façon, les ingénieurs agronomes, et avec ces ingénieurs agronomes-là qui étaient là auprès des populations pour les conseiller, afin qu'ils aient des recettes optimum. Tu vois un peu. Effectivement. C'est comme tu dis dans son programme là, quand il te dit augmenter la production et la productivité dans tous les secteurs de la production, et certaines personnes ne comprennent pas, ils disent que ça paraît comme de la tautologie, mais ça n'en est pas. Tu vois un peu, non? Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas appris le commentaire de texte, tu vois un peu l'analyse. Tu vois, quand ils lisent cette partie-là, ils trouvent que non. J'ai vu même des gens comme Zé la Panthère, qui lit beaucoup, arriver dessus, dit que mais ça c'est quelle incohérence ça, augmenter la production et la productivité dans tous les secteurs de la production, merde. C'est pas possible, pourtant c'est simple. Tu comprends? Avec les fétiches de guerre, tu vois, tu comprends qu'ils ont un niveau scolaire très bas. Franchement, mais la plupart c'est ça. La plupart c'est ça, parce que je voulais rebondir sur ce que j'étais en train de vouloir dire. Vous savez, avec moi, je sais que je suis un peu plus âgé que vous, et je peux vous dire que nos frères du Sud, sans langue de bois, eux-mêmes sont des victimes de ce système. C'est les premières victimes. Tu parles ça doucement comme ça. Ça a été le laboratoire sur lequel Paul Biya a testé sa haine. Hein? Ah oui, c'est les premières victimes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je parle de ce que j'ai vu, j'ai vécu. Parce que les gens viennent aujourd'hui avec les 30 ans, 40 ans, là, ils commencent à ouvrir la bouche pour vomir du n'importe quoi. Comme je disais, dans chaque ethnie a un potentiel. Et ce potentiel-là, si tu le détectes, tu peux leur permettre, les aider à les mettre en valeur. Qu'est-ce qui se passe? L'administration camerounaise que vous voyez aujourd'hui médiocre là, je vous jure, c'était une administration très professionnelle. J'ai dit autant de Baba. Et la plupart, c'était qui? C'était les gens du Sud qui étaient dedans. J'ai dit c'était très professionnel. Quand tu arrivais, l'accueil était de taille. Je dis bien l'accueil, la propriété, tout était correct. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Et maintenant, il y a eu de l'autre côté, quand j'étais petit, il y avait les étones. Les étones que tu voyais là, je vous jure, ces gars-là sont des bosseurs comme vous ne pouvez pas imaginer. Vous alliez au marché de Mokolo, la nourriture traînait par terre. J'ai vu des mamans. Je pense bien que les États-Unis étaient les plus grands bosseurs du Cameroun. Hein. Si c'était à l'époque là, hein, c'était les plus grands bosseurs. Ce n'est pas honnêtement pour le dire. Hein. Ce n'est pas les plus grands bosseurs. Dans le centre, c'est les plus grands bosseurs du centre. Rappelez-vous, le mot OPEP vient d'où? OPEP vient d'où? OPEP vient, le mot OPEP, si je me réfère à ce que j'ai vu, venait du fait que quand les voitures quittaient par exemple de Vodula et tout là, c'était des pick-up. Et derrière les pick-up, il y avait à manger en désordre. Et tu voyais les mamans, hein, ce n'étaient pas les jeunes, c'était les mamans, les papas, accrochés derrière le pick-up là comme ça là, pour protéger leurs marchandises. Je dis parfois, ils arrivaient comme ça là, ils passaient la nuit. Hein. Ce n'est pas qu'ils rentraient le même jour. Hein. Ils venaient comme ça, ils dormaient au marché. Si tu passais au marché de mon côté, tu devais voir les gens dormir. À l'époque, il n'y avait pas un problème de sécurité, d'insécurité. Les gens vendaient. Quand ils finissaient, le reste, ça ne pouvait pas ramener. Il faut rappeler le marché de Mokolo, le marché de Vogmbi. Voilà, les endroits, les vivres, voilà, Vogmbi. Voilà. Tout ça la crimée par terre. Donc, si cet homme-là avait une vision, s'il avait vraiment une vision, il aurait investi, il aurait encouragé ces gens à continuer à investir dans ce secteur en leur donnant les moyens. Ça l'aurait fait. S'il avait une vision, hein, regarde, dans une vision de la ville de Yaoundé 2000, il devait délocaliser le marché de Mokolo et le marché de Vogmbi parce que la ville s'agrandissait et déjà préparer d'autres marchés avec des endroits beaucoup plus grands, beaucoup plus chouettes parce que le marché de Vogmbi commençait à devenir obstruant. Et celui de Mokolo aussi. Il aurait dû cette vision dans la programmation de la ville de Yaoundé pour les sortir, tu vois, non? Ou alors dans la programmation des quartiers, c'est-à-dire afin que ce soit décongestionné parce que tout était concentré.
Et je n'ai pas remarqué qu'il y a une certaine concentration à Mokolo et à Vormi. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a pas de vision, tu vois, il ne pense pas. Il laisse que les gens s'agglutinent, parce que même les autres gens que nous vivons, hein, c'est la mauvaise gestion de l'État. Je suis d'accord avec toi. Dans une vision claire de l'État, il y a des moyens, des mécanismes pour empêcher l'exode rural. Tu vois, exactement. Ce que tu dis, c'est une vérité absolue. Voilà. Et pour empêcher l'exode rural, il faut rendre l'exode urbain, l'exode rural, il faut rendre les endroits beaucoup plus attrayants en créant, en développant. Regarde, ce que les gens amènent en ville là, il faut le développer dans les arrondissements, tu vois un peu, non? En créant des activités, en favorisant, en incitant ceux-là qui finissent de se former de s'installer, tu vois, pour développer ces activités-là. À ce moment, tu vas voir que les gens vont plutôt aller vers là où les activités sont concentrées, maintenant plutôt vers les arrondissements que vers les départements. Tu vois un peu, non? Ça va. Non, vas-y. Oui, voilà. Et maintenant, les chemins de fer, parce qu'il y a aussi un autre truc, les chemins de fer. Les routes et les chemins de fer permettent aussi de faire cela. Regardez, là où la route passe, imaginez là où la route passe, il peut y avoir des stations d'essence, il peut y avoir des auberges. Ça peut commencer par des auberges dans les endroits où il n'y a même pas encore d'hôtels. Les hôtels, tu vois, les gens vont y séjourner. On peut créer des petites usines qui vont permettre de transformer ce que les gens produisent localement. Or, quand il y a des usines, il y a des employés qui vont venir et ça va développer une activité, tu vois. Et les lycées qui sont directement liés aux activités qui sont là pour la recherche et le développement. En fait, c'est comme ça, ce n'est même pas magique, hein. Ouais. Et quand tu crées ça, les gens sont beaucoup plus intéressés à aller vers les centres, au lieu des centres urbains, mais vers les centres ruraux. Tu as vu, non? Vers les zones rurales. Est-ce que le service basique de l'État dans les centres ruraux fonctionne? Est-ce qu'il y a les hôpitaux? Les hôpitaux d'arrondissement ne ressemblent plus à rien, ce sont comme les mouroirs. Parce qu'il y a la gestion, c'est comme au mouroir, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'entretien. Or, pour qu'il y ait entretien, pour qu'il y ait entretien, dans la gestion de ça, il faut décentraliser complètement. C'est-à-dire, quand on parle de décentraliser, c'est pas ce qu'ils pensent la santé. Remarquez, on va toucher un pan très, très important. Dans la décentralisation effective, c'est la fédération. Mais la fédération, pas dans le centre communautaire que Kaba Libi pense, mais dans le sens administratif. C'est-à-dire qu'on a des territoires administrés où ces administrés-là, les administrés ont choisi les administrateurs. C'est-à-dire que par la voie des élections et non par la voie de la nomination. Regarde aussi ces hôpitaux-là, ça se passe comment? Les finances de ces hôpitaux sont comment? Les recettes de ces hôpitaux dans les arrondissements, ça fait comment? On les renvoie à Yaoundé. Non, pas renvoyer. Ça veut dire que, regardez, il y a une péréquation qui est faite. Il y a une péréquation qui est faite, c'est-à-dire que les besoins, c'est-à-dire que dans le budget, imaginez le budget du Cameroun qui est actuellement à 7 000 milliards. Tu as vu? Ou par exemple, on va revoir le fonctionnement de la chose. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir une grande marge pour le fonctionnement, mais une toute petite marge qui va être consacrée au fonctionnement et une grande marge pour le développement. Parce que le développement, c'est quoi? C'est ce qui concerne l'entretien et les projets. Tu as vu comme les routes, les hôpitaux, tout ça, c'est le développement. Tu as vu l'investissement, en fait, l'investissement en réalité. Or, dans notre budget, on ne peut pas évoluer, on va régresser parce que une grande partie, plus de 65%, sont consacrés au fonctionnement. Vous voyez un peu. Et à l'investissement, on a à peine 20%. Arolis a raison parce qu'en fait, il a monté tout à l'heure la structure en parlant d'abord des investissements qui peuvent entraîner maintenant un léger développement et pousser les gens à rester, c'est voilà. Ça. Quelqu'un vient à Yaoundé va dire non, moi, c'est trop bruit, il y a trop de bruit, il y a trop d'activité. Je préfère rester là, j'ai une bonne vie, j'ai un bon salaire, tu vois un peu, non? Et tout le reste viendra seul. C'est comme ça, tout le reste viendra seul. Parce que beaucoup ne veulent pas rester dans les endroits ruraux. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent même pas se soigner. C'est ça le problème. Ils ne peuvent même pas se soigner. Il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas d'activité. Il n'y a rien. Ils n'ont pas fait le lycée là-bas. Bon, du coup, il n'y a pas d'activité. Le CES là, ils sont obligés d'aller en ville pour faire le lycée, pour continuer. Pour faire le lycée, des trucs comme ça.
Tu vois. Voilà, donc ils sont même quel lycée même. On doit avoir beaucoup de lycées qui, par rapport aux activités qui sont développées ou bien qu'on veut développer. Or, quand la chose est pensée directement dans l'arrondissement ou dans la région, tu vois, ça ne dépend pas forcément. Ils ont les budgets qui sont déjà là. C'est pas qu'ils attendent, c'est déjà là. Et par rapport au budget qu'ils ont, tu sais, regardez bien, hein, la richesse dépend de ce que l'on a, non de ce que l'on n'a pas. Tu as vu, non? C'est-à-dire que si la région a, par exemple, je dis n'importe quoi, a par exemple 200 milliards, tu vois, la région va faire avec les 200 milliards qu'ils ont et non pas les 300 milliards qu'ils n'ont pas. Or, si les gens tablent même sur 150 milliards et qu'ils ne reçoivent pas les 150 milliards, vous voyez qu'il y a un problème. On table, on dit que non, vous aurez 150 milliards et les 150 milliards là n'arrivent même pas. C'est un problème, ils ne vont pas se développer. Vous comprenez? Alors que si on a déjà tablé, ils vont faire avec ce qu'ils ont. Maintenant, ils pourront développer d'autres moyens qui permettront de pouvoir anticiper, faire des choses. Regardez par exemple ce que Eric King disait. Il était dans sa zone là-bas. Il dit que dans ma zone, j'ai des ressources. Et selon la loi même, la Prozolande qui est là-bas, ils peuvent dégager des taxes dessus. Tu as vu? Et on les empêche de dégager des taxes sur la Prozolande qui est dans son espace territorial. Tu as vu, non? Et les impôts ne sont pas payés là-bas. Ces impôts sont payés à Yaoundé. Et même quand c'est payé à Yaoundé, ils ne voient même pas l'ombre de ces impôts-là. Yaoundé dit parce que nous avons effectivement collecté et voici ce qu'on vous doit. Tu vois un peu? Donc ça devient très compliqué. Comment il peut développer Njombe Penja? Je crois qu'il était bien maire de Njombe Penja. Tu vois, comment il va pouvoir développer? Comment il va pouvoir créer l'investissement? Parce que c'est l'investissement qui va développer Njombe Penja. Vous voyez un peu? Comment il fait? Il n'y a rien. Le fils de Paul il a payé les impôts de 8 000 par an. Non, ce n'est pas lui seul. C'est pour ça que vous voyez dans le pays occidentaux. Il n'est pas seul. C'est pour ça que vous voyez dans les pays occidentaux. Oui, mais il coupe les doigts tout le temps, mais il n'y a pas de route à l'est. Imaginez les gars que en Njombe Penja, regardez, supposons qu'il y a une grosse activité industrielle, minière qui se développe en Njombe Penja et que l'État au courant, puisque tout est tracé, l'État au courant que les gars ont jusqu'à 1000 milliards, tu vois, qu'ils perçoivent, tu vois, des impôts sur les trucs, tu vois un peu, et que l'État central dit que oui, mais comme vous percevez cela, il faut que vous renvoyez 300 milliards par an, tu vois, dans l'État central. Vous voyez que c'est intéressant. Vous voyez que c'est intéressant. Parce qu'ils vont développer, deux peuples vont développer. Deux peuples vont dire à l'État central, voilà, nous voulons même développer tel truc. Maintenant, il faut même que vous nous accompagniez. L'État même central peut dire oui, on va vous accompagner en ceci, en cela. Tu vois, parce qu'ils veulent développer le coin. Et le deux peuples vont devenir le coin le plus développé du pays. Mais dans le développement, il n'empêche pas l'accompagnement des autres coins du pays. Parce qu'il y a une péréquation qui permet que la plus-value qu'ils dégagent là, on puisse prendre une partie pour transférer ailleurs. C'est ce que chez le MRC, ils appellent le social-libéralisme. C'est-à-dire que quoi? On libère les énergies là dégagent la richesse, et une partie de la richesse, c'est à aider aussi les autres. Dans le plan social, tu vois un peu, non? Regarde dans les pays occidentaux, par exemple, dans les pays occidentaux, la majorité des pays occidentaux, dans les coins, tu vois, les maires facilitent aux entrepreneurs de venir investir. Par exemple, il leur donne même les terrains gratuits pour qu'ils viennent installer des entreprises. Sachant qu'il va installer son entreprise, il va dégager les impôts. Et ces impôts vont faire nourrir la ville. En réalité, même le terrain n'est même pas donné gratuit. Parce qu'il faut comprendre, quand on dit donner gratuit, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle c'est une façon de dire, c'est une façon de dire. Ouais. Ben non, souvent quand on utilise le terme, c'est un bail. On te donne un bail. Parce que le terrain ne va jamais t'appartenir. C'est un grand bail de 50 ans. Tu vois, quoi, l'État encore peut négocier avec toi. Tu installes ton entreprise, tu vas utiliser les jeunes, tu vas employer les jeunes. Tu peux dire à l'État, je pars. L'État va réutiliser ton entreprise, donner à quelqu'un d'autre par un autre bail ou bien par un autre mécanisme. Voilà, la terre va toujours appartenir. Tu vas employer les gens, c'est comme ça. Tu vas payer les impôts, tu vas rester dans la ville, tu vas payer les impôts, tu vas rester dans cette ville. Les impôts de cette ville-là ne vont pas les construire, ne vont pas les développer Yaoundé ou développer Douala. Non, si c'est à Njombe, ça va développer Njombe. Tu vois, ça va faire travailler les gens de Njombe. Oui, donc c'est ça. Donc avec une clarté au niveau du foncier, parce que le foncier sera enregistré, digitalisé, consultable. Parce que c'est ça, le problème avec le foncier, c'est que c'est pas consultable. Quelqu'un vient, il te raconte que non, j'ai un titre foncier, si je vends le truc, mais tu ne peux pas consulter. Tu ne peux pas vérifier auprès du notaire en ligne pour vérifier ce qui te plaît. Tu vois, c'est pas centralisé, c'est pas machin. Or, regardez au Rwanda, c'est comme ça qu'au Rwanda, c'est centralisé, hein. Tout est centralisé. Donc, quand tu dis, je vends mon terrain, c'est titré, c'est le gars, tu peux taper, le gars, il peut vérifier que c'est ça là-bas chez eux, pas de logiciel. Les Camerounais ont travaillé là-bas, ils ont aidé le Rwanda à tout digitaliser chez eux, hein.
Les Camerounais, mais au Cameroun, ils ne veulent pas. Tu sais, chez nous, ils ne veulent pas parce qu'ils veulent continuer à bouffer. Tu vois un peu, non? Parce que le fait que ce soit pas centralisé, ça entretient le flou et ça nourrit certaines personnes. Tu vois un peu, non? Même chose avec notre pétrole. Tu as vu, non? En haute mer là-bas, vous voyez, il y a le pétrole qui est pillé, il n'y a aucun mécanisme de contrôle. Mais en centralisant les choses, le contrôle est facile. Voilà, en centralisant les choses, tu vois, voilà, le contrôle est facile. Et imaginez qu'il y a un parlement dans chaque région. Tu as vu, non? Ce parlement permet de pouvoir checker, contrôler, parce qu'il faut savoir que les députés contrôlent l'action gouvernementale, donc l'action gouvernementale de chaque région, qui sont même déjà sous l'action même. Parce que les dirigeants de régions même sont d'abord... On a les députés de 1 million de francs. Parce que regardez bien, quand un élu a des compétences et qui vient pour travailler pour la région, qui travaille pour sa région, tu vois un peu, non? Regardez comme, c'est pourquoi je dis souvent copier le système anglais. Regardez le système anglais. Le Premier ministre là, il a d'abord fait ses preuves. Hein. Il a été maire, il a été ceci, il a été député dans sa région, et il a gravi les échelons politiques. Ce n'est pas les échelons, ce n'est pas l'élitisme. Comme au Cameroun, on te donne, où tu es élu par le décret. Non. C'est que tu as prouvé en étant élu, en travaillant. Et tu vas gravir d'abord tu vas rendre ministre. Tu vas gravir le mal depuis ta région et tu vas aller jusqu'au sommet. Tu vas connaître en ta région. Voilà. Donc il y a une probité qui va t'accompagner. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il y a le support? Parce que tu vas d'abord c'est un élu. Est-ce que tu comprends? Dans les pays occidentaux, tu vas voir, dans les gouvernements, au moins 75% de la construction des gouvernements, c'est les élus des villes. C'est des maires. Parce que si les électeurs t'abandonnent, c'est fini. Tu vas déposer ton mandat comme Justin Trudeau. Tu as vu Justin Trudeau au Canada, non? Il a plus le soutien de ses électeurs. Et il est obligé de déposer. Il est obligé de déposer le gouvernement. Il est obligé. Pas comme Paul Biya. On ne sait pas, les Camerounais ne l'aiment pas. Mais il est toujours là. Il s'impose à nous. Tu ne veux pas, on va te faire disparaître. On va te faire disparaître. C'est pas la force. Tu veux on ne veut plus ça. Tu te kidnappes. Normalement, chaque ministre doit être élu dans sa localité pour voir sa population. Les gars, c'était pour revenir sur la forme de fédéralisme qu'on veut. Ce n'est pas un fédéralisme communautaire, c'est un fédéralisme administratif, c'est-à-dire que découpage administratif du pays. C'est pourquoi quand on dit qu'on va s'entendre avec les anglophones, on ne peut pas leur imposer cela. On dit, faut-il un fédéralisme à 2 États? Non. Je sais que les anglophones ont dit non parce qu'on les a eus lors du référendum là. Yes or oui. Ils étaient peu nombreux. Et tu vois que si on avait plutôt demandé d'abord à leur région, est-ce que vous voulez, vous, tu as vu dans leur région, dans leur État, et puis on va maintenant, si les États de francophones aussi étaient divisés, on demande à chaque État, qu'est-ce que vous voulez? Tu as vu, on peut essayer de comprendre ce que les gens veulent. Mais d'abord, État par État, parce que est-ce que vous voulez réellement? Au lieu de mélanger tout le monde et dire est-ce que vous voulez, sachant qu'ils sont peu nombreux, ils sont peu représentatifs. Ça ne marche pas. Ouais, un peu, ça ne marche pas. Mais cette façon d'aller dire, écoutez, les problèmes que vous vivez, c'est les problèmes que chaque région du Cameroun vit. Est-ce qu'il faut un fédéralisme à 10 États ou il faut qu'on fasse un fédéralisme peut-être à 4 États, selon les 4 points cardinaux? Par exemple, ce n'est pas lié aux communautés, c'est lié à un découpage. Et ceux qui vivent dans le découpage là vont choisir leurs administrés, leurs représentants, leurs dirigeants. Tu vois un peu, non? C'est tout simplement ça, on va discuter. Est-ce que ça peut être comme en Angleterre, où on va avoir plutôt au lieu d'un président, un premier ministre? On peut repartir à ça, oui. Parce que le premier ministre, il est responsable, c'est lui le chef de l'État, mais il est responsable devant le Parlement. Tu vois, non? Donc c'est la majorité au Parlement qui va choisir un premier ministre. On peut bien repartir à ça, pourquoi pas? Et mettre fin au système présidentialiste qui ne nous apporte rien du tout. Il faut discuter. C'est trop voilà. Donc, cette histoire de fédéralisme communautaire, c'est créer des divisions sur des divisions qui existent déjà, ça n'a aucun problème. Mais on peut partir sur ce truc-là, mais il faudrait bien qu'on discute avec nos frères anglophones. Et nous, moi, j'insiste qu'on doit avoir des réparations par rapport à ce que les anglophones ont subi. C'était issu d'un mariage. Et moi, j'ai fait des propositions. Vous savez, pour apaiser les blessures, il faut réparer. La réparation va coûter cher. Mais ce qui est cher n'a rien à voir avec l'unité et la paix qu'on est en train de bâtir. Supposons, on dit par exemple qu'il y aura un aide d'urgence pour le NOS spécial. Parce que voilà, maintenant tu vas voir que spécial, ça représente quelque chose de 1000 milliards. Tu as vu, non? Pour rebâtir. Pour la reconstruction, hein? Pour la reconstruction. Ça, c'est un exemple, peut-être même plus que ça. Tu vois, non? Pour la reconstruction. Et dans cette reconstruction-là, c'est les acteurs même du NOS. C'est-à-dire ceux-là qui sont partis. Qui sont partis à l'étranger, au Nigeria, on dit qu'il y a plus de la réinsertion. Pas les acteurs choisis au faciès.
Non, pas les associations de facettes là. Il y aura des sociétés de bâtiments, c'est eux-mêmes qui seront dans ces sociétés de bâtiments là. Parce que ça va créer de l'entreprise, ça va créer de l'emploi et eux-mêmes vont bâtir la maison. Donc ils auront un meilleur contrôle. Tu as vu? Il faut aussi la réinsertion des familles. Oui, c'est ça justement. Financièrement. Pour aller à et puis ils ne sont plus jamais retrouvés. C'est ça que je dis, n'est-ce pas, que regarde, non seulement ils rebâtissent la maison, mais c'est sur le projet d'une société, donc il y a un emploi qui est garanti. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que quand tu crées une entreprise dans le bâtiment, qui doit employer peut-être 500 personnes, et que c'est ces 500 personnes-là qui sont spécialement les gars du NOZO, et les gars, par exemple, d'expression anglophone, qui sont même allés étudier, ça peut être les enfants qui sont allés étudier ailleurs, qui sont revenus, tu as vu, non? Qui vont être là, parce qu'ils vont construire leur propre maison. Ça va créer aussi de l'emploi, ça va créer de la richesse, tu vois un peu, non? Ça sera un tout, tu vois? Parce que c'est eux qui vont aussi contrôler cela. Mais nos hommes politiques ne voient pas ça comme ça, hein? Ils voient que non, ils ne voient pas, parce qu'ils veulent toujours tirer le marron du feu, c'est pas bon. Il faut laisser les populations se développer. Parce que quand on pense fédéralisme, c'est les populations qui sont au contrôle de leur destin. Tu vois, un peu, il faut les remettre là. Il ne faut pas être là en train de les manipuler, parce que dans la décentralisation, vous avez vu que c'est de la pure manipulation, c'est de la démagogie, il n'y a rien d'intéressant. Parce qu'il ne faut pas vous asseoir en 92, 93 jusqu'en 96, dire que vous avez un État unitaire décentralisé et que depuis 96, bon sang, on n'a même pas débuté la décentralisation. Et que c'est qu'il a fallu qu'on organise un truc en 2021 là, et qu'on dise que ça va être progressif. Tu t'imagines? C'est-à-dire que prenez seulement 96 à 2020, 24 ans, un quart de siècle, vous n'avez pas décentralisé. Et que c'est là, 2021, vous dites que non, ça va être progressif. Attendez, si on doit progresser comme ça, début 2021 jusqu'en 2025, ça fait 4 ans, il n'y a rien. Mon frère, si tu ajoutes, ça fait 30 ans, pratiquement, qu'on a dit qu'on était une unité décentralisée, rien été décentralisé. Ils sont incapables. Ça veut dire qu'ils sont en train de se foutre de nous. Paul Biya, c'est de la foutaise. Paul Biya et son équipe, c'est de la foutaise. On va partir au fédéralisme. Ils sont incapables. Ils ne veulent même pas faire, il n'y a même pas de volonté. Comment est-ce qu'on implémente la décentralisation? Ils n'ont pas de technocrates au milieu d'eux qui peuvent implémenter ça. Remarquez ce qui nous ramène l'autochtonie, la logénie. Quand tu manques d'eau là, tu manques d'électricité, tu manques de route, mon frère, c'est Allogène qui va apporter l'eau, mon frère, l'allogénie, tout ça, ça fait quoi? Parce que quand on est en train de penser au destin des gens qui vivent dans un territoire bien donné, c'est-à-dire que les lois soient pour tout le monde. C'est vrai aussi qu'on doit protéger les minorités, mais ça, on ne protège pas les minorités en faisant ce qu'ils sont en train de faire là. Tu comprends un peu? On ne protège pas les minorités. En les rendant autonomes. Voilà. Et en leur donnant les services de base, c'est-à-dire l'eau, c'est pourquoi dans le social-libéralisme, les communautés qui sont plus faibles, on leur assure. Quand il y a la richesse, n'est-ce pas? Regardez, on assure qu'ils aient un habitat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Camerounais qui soit défavorisé, qui n'ait point d'habitat. Quand on t'assure ton habitat, quand on t'assure ta santé, ton éducation, en retour, tu dois te former. C'est-à-dire que, regardez bien, il y a un intérêt pécunier qu'on te donne. Maintenant, quand on t'a habitué à ça, on te dit que maintenant, pour continuer à avoir ça, il faut que tu travailles, que tu te formes. Si tu te formes pas, on va diminuer. Donc tu es poussé à te former. Tu vois ce qu'on fait, non? Parce qu'il y a des moyens, le Cameroun a le moyen de devenir très riche, plus riche que Dubaï, plus riche que les Émirats arabes et les Émirats arabes unis. Tu vois un peu? Une fois qu'on devient riche, les gens ont de l'abondance, mais après on les pousse à pouvoir travailler. Regarde, tu as un habitat, c'est payé par l'État, ça a été offert gracieusement par l'État, parce que l'État produit de la richesse, tu vois un peu? Mais toi, en retour, tu dois te former. Tu ne te formes pas pour travailler, on va diminuer ce que tu perçois. C'est tout. Et le gars, ça va forcer d'aller se former et de travailler. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est tout. Et réfléchir comme ça, il ne faut pas être un marabout pour réfléchir comme ça. Il ne faut pas être marabout. Parce que tous ces gens-là, ils n'aiment pas le pays. Ils n'ont pas l'esprit patriotique. Mais est-ce que vous savez qu'aux Émirats arabes unis, ils sont en train de penser à la génération future parce qu'ils sont tellement riches qu'ils se disent que est-ce que nos petits-enfants vont maintenir cette richesse-là? Maintenant, dans l'éducation, ils sont en train de jouer psychologiquement. Écoutez, si vous ne voulez pas garder cette richesse-là, et que vous ne voulez pas continuer à travailler pour préserver cette richesse, attention, vous allez être devenu esclave. Est-ce que vous voulez devenir don? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer à travailler. Peut-être tu peux entrer dans la police, dans l'armée, tu peux être comptable, dans la banque, tu vois un peu, non?
parce qu'il y a des étrangers qui viennent. Est-ce que vous voulez qu'ils prennent votre place? Non. Alors, allons travailler, sinon nous allons perdre tout cela. C'est ça le système éducatif des Émirats Arabes Unis. Hein. Vous voyez? C'est quand tu vois un policier roule en Ferrari. Tu crois quoi? Il a été formé. On a dit non, tu vas avoir la meilleure voiture que tu veux, mais va te former et viens assurer la sécurité de ton pays. Sinon, les étrangers vont venir voler. Il ne faut pas qu'il y ait de vol ici. Nous, on veut qu'il n'y ait pas de système de vol. Et c'est vrai, c'est difficile aux Émirats que tu veux voler. Tu voles, c'est grave. Hein? Attention, ils ont tous les systèmes de machin. Or, pour surveiller ça, pour surveiller notre argent, il faudrait que nous soyons là. Que nous travaillons sur le système de surveillance. Et c'est à nous d'assurer notre sécurité. C'est pas aux étrangers. Sinon, ils vont nous prendre ce que nous avons. Est-ce que vous voulez cela? Ils disent non. Ok, allez à l'école. L'école, tout est payé. Tu vas à l'école en voiture, tu vas à l'école, tu es dans... c'est comme ça. Soit dans les banques, parce que c'est dans les banques qu'on garde l'argent et qu'on surveille notre argent. Soit dans l'investissement. Tu vois, ça, c'est cet investissement qui va garantir l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants. Tu as vu à quel niveau ils sont arrivés? Au Cameroun, on est au niveau où on mangit de l'eau. On mangit de l'eau. Moi, ça me dépasse, hein. On mangit de l'eau. On mangit l'eau. On mangit. Tu peux bien nous avoir dans mendiant de l'eau. On mangit pour avoir de l'eau. Pourquoi il y a l'eau dans tout le Cameroun? Il y a l'eau partout au Cameroun. Mayo, c'est les rivières, on a les cours d'eau, regardez tout là. Mao Déré, Mao Dana, Mao, machin. Vider les poubelles, on mendie. Tous les arrondissements et départements là, c'est dans des cours d'eau. On n'arrive pas. Nous, on a de la nappe phréatique qui a plein d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des systèmes. Et combien de fois l'eau? On a vu l'autre. Tu as vu, j'étais émerveillé parce que soirée s'est monté, nous on monté à Bafoussam. Comment ils ont réglé? Il n'y a pas de poubelles partout. Pourtant, j'ai garanti qu'il y a Isakam à Bafoussam. Oui, tout à l'heure là. Soirée s'est monté, émerveillé. Je croyais qu'à l'ouest. Mais la mauvaise gestion, non, mon frère, on a des bouffeurs. Des gars passent seulement le temps à bouffer. L'argent qui doit être destiné à ceux, les gars ont bouffé. Ça dit la gabégie. La gestion financière est terrible, exécrable. La culture et de l'impunité. La culture du vol et de l'impunité. Les gars volent et ils ne sont pas punis. Donc, franchement, c'est terrible. Les caisses de l'État sont vides. Les gars sont à Londres, à New York, partout, ils cherchent de l'argent. Ils ont besoin de 2 milliards. Et cette fois-ci, pour les de l'argent va être difficile. Hein? Ah, Donald Trump les a déjà tapés. Ils sont dans le pauvre, ils sont dans le pauvre. Surtout même notre type au pouvoir là. Notre type au pouvoir là. Si c'est présent, ça va être dur. Hein? Dans les conditions pareilles, ça serait difficile de donner de l'argent parce que on est en phase de transition. Tu vois un peu. Oui. On ne sait pas qui va prendre le pouvoir après et on ne sait pas à quel état sera le pays. Donc c'est difficile pour les bailleurs de fonds de donner, d'investir maintenant au Cameroun. C'est très très difficile. Ils vont je vous assure actuellement, si Maurice Kamto ne prend pas la direction du pays cette année, les Ghanéens est mort. Parce que ce n'est que lui qui peut redresser. Et il va avoir du... Parce qu'il faut quelqu'un qui a des nerfs. Et je pense qu'il a les nerfs, il a la capacité de mettre sur pied une équipe pour pouvoir redresser ce pays-là. Ça va être un travail ardu. Et vachement ardu. Nous avons tous les pays marche. Nous sommes l'un des pays au monde. On a toutes les lois. C'est juste les appliquer. Il faut un bosseur qui va organiser ça. Parce que l'État, la manière dont l'État fonctionne doit être revue. Tu vois, pour que les choses... Il faut juste qu'on applique ces lois. Nous avons les lois. Non, c'est même pas l'application. Il faut d'abord changer la structure. Parce que imagine, tu vas appliquer les lois avec l'État jacobin qu'on connaît là. Ça ne peut pas fonctionner. Tu vois, il faut changer la structure de l'État. Parce que cette structure-là ne permet pas à l'État de fonctionner. Oui, c'est ça. Changer tout ça. Que la justice soit autonome, aucun magistrat se met, tu sais que c'est un magistrat, tu ne peux pas l'influencer. Tu tentes que tu es mort. Tu vois un peu, non? Tu tentes que on te fiche et le magistrat... La carrière d'un magistrat doit pas dépendre de la présidence de la République. Voilà, de la présidence de la République, non? Tu vois un peu? Ça dit que quand un magistrat est là, que tu viens de la présidence, pour lui c'est quoi? Tu ne connais pas que tu es président, non? Tu es de la présidence, tu es judiciable, mon frère. Toi, tu es judiciable comme toute personne. C'est comme ça. Aussi simple que ça. Donc, c'est pas parce que tu viens de la présidence que ça va l'influencer. Ça n'influence pas, mon ami. Viens du ciel ou de n'importe quoi. Lui, il est là, il représente l'État. Je crois que dans les livres quoi là, les livres... Moi, on est devenu un pays de haut d'instruction. Même dans la Bible, on dit que le juge, c'est le représentant de Dieu, ce n'est pas le représentant de l'État. Il représente le peuple et il représente Dieu. Je crois que dans la Bible, c'est écrit un truc comme ça. Que le juge est là comme un représentant de Dieu. Donc il n'est pas là même pour représenter. Non, le chef de l'État, c'est un judiciaire comme tout le monde.
Donc il fait des choses selon la loi, à son âme et à son Les autres institutions, c'est fini. Hein. Regarde juste quand le président, quand est passé sur le type, sur le comédien là, on lui posait la question par rapport à l'armée. Comment se fait-il que, par exemple, je prends le général Meka, il est général, il est encore en service et son fils est en retraite. Les lois de retraite ne sont pas égaux là-bas pour eux tous. Comment ils ont une loi pour eux et ceux qui son fils est colonel, à 60 ans, il est allé en retraite et lui, il a plus de 85 ans. Oui, parce que les hauts gradés là, ont un truc, une loi pour eux. Oui, une réglementation pour eux par rapport à la... Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça doit être pareil pour eux tous. Que tu sois capitaine ou que tu sois général. À la police aussi, on a vu la même chose. Comment ce monsieur-là peut être même encore à la police? Tu vois? Directeur, pourtant, directeur général de la sécurité nationale. Il a 95 ans. On dit bien qu'il y a une loi sur les directeurs de trucs. Il est directeur. Tu vois, non? Il est, je crois, délégué. C'est délégué ou directeur? Délégué général. Il est délégué général. Mais il a 93 ans. C'est l'aîné du chef de l'État. Il est l'aîné du chef de l'État. Et il est encore là. Oui. Tu vois, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En ce qui concerne la sécurité, il est dépassé. Parce que la sécurité a évolué. Donc il faut faire passer à une nouvelle génération qui vont utiliser la méthode du 11e siècle là-bas. Oui, donc c'est terrible. Comment est-ce qu'on peut se laisser gouverner par des gens qui ils utilisent encore le bic et le crayon? Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un ordinateur. Ils ne connaissent rien de tout ça. Mais on se laisse gouverner par eux. Je ne sais pas comment les jeunes Camerounais ont réfléchi. Tandis que les Européens sont en train de penser à l'intelligence artificielle, où tous les métiers seront automatisés. Il n'y aura plus le comptable bientôt. Le métier de comptable va partir. Le métier même de médecin, de chirurgien, parce qu'on a déjà des machines qui peuvent faire la chirurgie, c'est-à-dire qui peuvent opérer le cœur. Grâce à l'intelligence artificielle. Mais il y a déjà les visioconsultations que consultent à distance. Bientôt même les opérations. Mais là, il faut la 5G. Ce n'est qu'applicable avec la 5G. On n'a pas encore cette technologie-là. Au niveau de la télécommunication, c'est là où on fait la 5G. Mais on se fait encore gouverner par des personnes qui... Tu as vu le réseau. De toute façon, vous partez même loin. Un pays doit être en sécurité si le système des actes de naissance sont centralisés. Sans ça, le pays ne sera jamais en sécurité. Voilà un problème crucial. Centraliser le système d'actes de naissance. Il faut centraliser le système d'actes de naissance. Il ne veut pas centraliser parce qu'il y a beaucoup là-bas qui sont au sommet de l'État qui ont le parce qu'un gars qui est né à Garoua, Regardez, c'est ce qu'ils ont permis même aux footballeurs. Regardez, même les footballeurs, tout ça là, les sportifs là, ils ont les faux actes de naissance. Et ils ont ne veulent pas centraliser parce que, oui, ils ont les faux actes de naissance. Il y a beaucoup. Même Eto là, ça ne sait pas son acte de naissance. Ils sont nombreux, tous les footballeurs, la plupart là. Tout le monde sait qu'ils jouent avec le VH. Alors. Et ils sont au sommet de l'État là, ils sont nombreux comme ça avec des faux actes de naissance. On a dit, attends, on va peut-être pas aller où attendre. On a dit là que le métier de comptable va disparaître. Moi, je ne pense pas. Hein. Le métier de quoi? Le comptable. Non, avec l'IA, le métier de comptable va disparaître. Peut-être les experts comptables, non. Mais le métier de comptable simple, là, la comptabilité simple, là, il y a déjà des logiciels qui te font la comptabilité simple de ton entreprise. Tu donnes juste les données. Il te fait la comptabilité propre. Ah, tu introduis les données, mais il y a toujours des projections. Tu peux même avoir des projections. Il y aura toujours quelqu'un qui introduit les données. Mais tu dois introduire les données, oui. Regarde-le. Regarde. Tu vois peut-être aller où? Tu vas me aller où, non? Mais le système quand tu dis tu dis à Rolls. Dis à Rolls, quand tu dis comme ça, les gens ne savent pas, toi tu parles de Guy. Dis à Rolls, toi tu joues à Rolls, tu dis à Rolls, non? Voilà. Et par exemple, voilà, demain à Rolls dit qu'il ouvre un restaurant, peut-être, voilà. Et qu'il y a des logiciels comptables qui font tout ce que tu dis. Il va toujours falloir un comptable. Parce que on ne peut pas refuser aux gens d'avoir un comptable chez eux. On ne peut pas interdire ça aux gens.
Mais la preuve en est, regardez les grammes. Il faut que tu les respectes, parce que même les données là, ça doit d'abord être collecté. Les données doivent être d'abord collectées. Il faut quelqu'un qui collecte les données aussi. On a besoin d'un comptable plus que d'un expert comptable. Oui, c'est vrai, toujours. Parce qu'un comptable, on le paye moins cher d'abord, premièrement. Et c'est que on peut l'utiliser. Voilà, monsieur Milo peut comprendre. Donc, c'est que on peut utiliser, si c'est que tu connais bien ton comptable, avec lui maintenant, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses. Si nous peut monter, si c'est une bonne chose. Tu peux faire beaucoup de choses pour ne pas payer certains charges, pour ne pas payer certains impôts. Tu vois ce que je veux dire, hein? Romy. Tu es aussi un peu remis. La preuve en est que quoi? Je comprends ce que tu dis, je vois où tu vas venir. Mais nous, Voilà, tu as vu le gars. on veut un système. Non, si c'est tu mets un système comme ça, c'est que tu vas tuer les entrepreneurs, mon frère. Je vois où tu vas venir. Ça ne tue rien parce que la société évolue. La société évolue toujours. Ça ne tue jamais rien. On évolue avec. Le problème, on évolue avec et on s'adapte. C'est comme ça, tu vois, imagine que tu fais un chiffre là. Il y a toujours des choses qui sont toujours connectées. Il y a toujours des choses qui sont connectées manuellement et qui sont introduites parce que les données ne les introduisent pas tout seuls. Tu as vu, non? Les données ne s'entretiennent pas tout seuls. Tu vois les petites et moyennes entreprises, non? Il y a les intelligences artificielles qui font la comptabilité de manière autonome. Tu n'as même pas besoin d'entrer les données de 137, tu n'as pas besoin d'entrer les données. Tu vois, quand tu fais quand tu vends, je prends par exemple Santa Lucia, c'est ça, quand tu vends, on passe la marchandise sur le code barre. Tu vois un peu. La marchandise qu'on passe sur le code barre, c'est enregistré directement dans la base de données automatiquement. Tu sais ça, non? Maintenant, ce que le robot fait par derrière maintenant, c'est que en une journée comme ça, là, lui-même, il te fait tous les calculs de tous les produits et il te dit quel produit est en stock, quelle quantité de chaque produit en stock et le stock dont tu as besoin d'approvisionner. Tu n'as même pas besoin d'introduire. Le simple fait qu'il passe sur le code barre là. Quand tu vends, à chaque fois qu'il vend, il passe sur le code barre, ça s'enregistre automatiquement comme vendu. Par exemple, oui, tu sais comment c'est un rescrit fiscal, n'est-ce pas? Oui, peut-être au niveau maintenant du redressement fiscal par rapport aux impôts et autres. Même la machine le robot te calcule tout ça. Il te calcule tout et il te dit combien est-ce que tu dois payer. Tu vois un peu. Non, parce que regarde, si par exemple, moi le robot est capable de tout faire. C'est ce que je suis en train de vouloir te dire. Peut-être c'est pas dans ton sens la vie. Le robot, il faut venir vérifier. Attendez, même quand on a le robot, il faut toujours quelqu'un pour entretenir le robot, pour vérifier les données, pour que le robot exécute. Parce qu'à un moment, ça peut marcher. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière pour vérifier l'entretien. Tu vois un peu, non? Parce que le robot, c'est la programmation. Tu vois, il faut vérifier. Au niveau de la mécanisation des robots, ça a une durée. Tu as vu, non? Parce que ça peut dévier de quelques millimètres. Il faut toujours quelqu'un. Il y a toujours. Le robot ne fait pas tout seul. Il ne se repart pas tout seul. Il ne se programme pas tout seul. Tu vois, non? Il y a toujours quelqu'un derrière. Dans la vérification de ce que le robot exécute, est-ce que c'est parfait? Parce que la machine que nous utilisons, c'est un robot. Même ton téléphone, il ne se configure pas tout seul. Tu as vu, non? Tu vois, imagine quand tu as un nouveau téléphone, tous les gens qui travaillent dans la programmation là, dans la mise à jour, c'est tout un truc, c'est toute une équipe, dans l'entretien, tout ça là. Tu as vu, il y a toujours une équipe. Et quand ça a un problème, parce qu'on ne sait jamais, sur l'écran, il faut changer l'écran. Tu crois que c'est le robot qui va changer tout seul l'écran? Donc il y a l'entretien, il y a toutes ces choses là, ça